Voilà, bienvenue le Zénith. On va commencer par saluer le chef de l'État, président de la République du Cameroun, qui a procédé hier à un vaste mouvement de réaménagement des sous-préfets. Alors, il nomme aux responsabilités civiles et militaires. Bientôt, peut-être qu'il nommera même les proviseurs de lycée. Donc, jusqu'au sous-préfet, hier, c'est arrivé un simple jeu de chaises musicales. Mais c'est une petite parenthèse. Je voudrais m'attarder ce matin sur quelque chose de bien plus grave en début de ce programme qui concerne la libre circulation des produits de l'espace Union européenne en direction du Cameroun, parce qu'on nous a tant vanté le phénomène des accords de partenariat économique, les effets de ces accords-là. Alors, très tôt ce matin, dans une boulangerie bien célèbre au boulevard de la Liberté à Douala, un sachet de pommes de France coûte 1400 francs. Alors, je vais même citer la boulangerie Zepol, parce que c'est suffisamment grave. On ne peut pas, dans un pays où on nous dit que les produits français doivent être commercialisés en échange des produits camerounais qui vont en Europe, nous vendre 4 pommes de France à 1400, 1500 francs. C'est totalement scandaleux et je voudrais ici peut-être demander à ce qu'on commence par boycotter les produits français. De toutes les façons, on va y revenir parce que ça ne peut pas continuer comme cela, qu'on nous fasse venir des choses qu'on vend par kilo chez eux à 1,50 € tout au plus, et que chez nous ici, ça puisse coûter le triple du prix, lorsque même que ça ne fait pas 1 kilo du tout. On va démarrer ce programme tout spécialement avec Tendance, sans autre forme de procès. Bienvenue, bonjour Tendance. Bonjour Sam Severa Ango, good morning, only people where they see me from today. Je parle en anglais. Donc je vais dire bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin, d'Elve à Bonamoussa dit Kwata. Ça a cuit de ce côté. Hey. Sam, tu sais que je vis maintenant à Delve, non? À l'entrée là même. Pardon. Chers téléspectateurs, il y a une dame qui est calée dans une maison là-bas. Donc ça fait 2 mois, elle avait ses 4 enfants. Pas un enfant, pas 4. Donc parmi les enfants même, il y a les jumeaux. Tendez bien vos tympans. Parce qu'à l'heure si Sam, hey, Yahoo ne va connaître l'affaire-ci. Pardon, si vous voyez un homme qui est grand de taille, baraqué, avec la tablette de chocolat, avec les favoris, bien beau, noir comme le koutak, légèrement hacké. Pardon, c'est que c'est le mari de cette dame. Ça fait 2 mois que je cherche son mari, elle ne le voit pas ça. Depuis, comme la rentrée a commencé, elle appelle. C'est une autre femme qui décroche. Oublie-le. Il est avec moi. Avant, si elle appelait, c'est une autre femme qui a décroché. Que madame, on vous demande de ne plus l'appeler. Vous l'appelez toujours. Vous vous croyez où? Vous vous prenez pour qui? Elle m'a expliqué, elle me dit Tendance. Je ne sais pas où mettre mon cœur. Va parler de ça à Equinox. J'ai dit qu'elle va parler parce que si c'est aussi pour moi, vous allez parler. Elle dit qu'elle a eu les problèmes avec son mari. Ils ont eu les prises de bec. Elle a dit à son mari que ça sort comme ça sort. Fais comme de ta vie ce que tu veux. Si tu as décidé d'entrer tard, sortir tôt et de rentrer tard, gère ta vie comme tu l'entends. Monsieur a géré sa vie comme il l'entend. Donc depuis 2 mois, il vit chez une autre femme. Il a abandonné la dame à la maison à Delve avec ses 4 enfants. Donc elle est là, elle est à la recherche de son homme. C'est pour ça que je lance l'avis, le communiqué lancé à Equinox TV. Si vous voyez un homme grand de taille, je répète, pour que si vous le connaissez, vous me tenez informé. Grand de taille, avec les favoris, baraqué, légèrement hacké, avec les tablettes de chocolat. Faites-moi signe. Parce qu'il faut qu'il paye la scolarité des enfants. Elle est là à la maison, il faut qu'elle envoie les enfants à l'école. À vous le débat. Très bien, merci beaucoup pour l'histoire. Charlamel Bachou, c'est une histoire de responsabilité en période de rentrée scolaire finalement. Est-ce qu'on assiste effectivement à ces cas de disparition de ces hommes-là qui peuvent se laisser embarquer par d'autres femmes de dehors? Non, Sam Séverin, nous sommes là dans le cadre de violences faites aux hommes. C'est-à-dire, cet homme souffre de violence verbale, de violence psychologique. Il est à la limite. Retourner la situation. Il est à la limite, puisque la femme a sorti elle-même de sa bouche, fais de ta vie ce que tu veux. Ah, je m'en tiens à ce qui a été dit. Bien avant cela, ça a commencé comme ça. Elle a dit, ça sort comme ça sort. Donc, moi, je m'en tiens à l'histoire. Ce qui s'est passé en amont, Sam Severa, on ne peut qu'interpréter. Et vous savez que chaque fois que je voulais interpréter, Megui est tombé sur moi. Donc, je m'arrête là. C'est la femme qui lui a dit, fais de ta vie ce que tu veux, va là où tu veux. Et l'homme, certainement, étant engagé dans une action, quelque part, a donc dit, ok, étant donné que tu me donnes le feu vert, je vais te montrer de quoi il en retourne. Et c'est ainsi qu'il est parti. Pourquoi a-t-elle attendu 2 mois pour entamer les recherches?
Pourquoi la même nuit où il a découché, elle n'a pas interpellé le frère à son mari, le père, son beau-père, sa belle-mère, ses beaux-frères, ses belles-sœurs? Pourquoi ne s'est-elle pas rendu compte? Pourquoi n'a-t-elle pas envoyé le SMS, ou comme on dit, on a en période, on a la lettre de la vulgarisation, que chérie, c'était juste la colère, s'il te plaît, reviens à la maison. Pourquoi à une semaine, elle n'a pas commencé à mobiliser à sa propre famille? Est-ce qu'elle ne connaît pas là où il travaille? Est-ce qu'elle ne connaît pas ses patrons? Je pense qu'elle ne connaît pas ses amis. Alors je pense qu'elle a un peu laissé faire, elle a voulu faire le bras de fer avec son mari. Voilà pourquoi 2 mois après, elle le recherche. De là à comprendre quand même ou tenter de légitimer une fugue de la part d'un homme qui peut abandonner femme et enfant pour aller s'installer. Si là où il est, on ne le gueule pas. Bon. Si là où il est, on ne l'insulte pas, il est à l'aise. Mais ce serait une action difficilement défendable. De toutes les façons, avant Bombok Megui sur ce sujet. Mais ici, je suis sidérée par les propos de Charles. Je vous ai dit qu'elle devait faire. Allez-y, donnez votre opinion. Voilà, donc je suis sidérée que Charles Hamel légitime ici une irresponsabilité accrue de la part de cet homme-là. Au-delà des problèmes qu'on peut avoir avec son épouse, ce qui ne manque dans aucun foyer, il est hors de question qu'on mêle les enfants à tout ça. Qu'on bafoue la rentrée scolaire des enfants à cause d'une prise de bec avec son épouse. Généralement, pour les femmes même qui m'écoutent, quand vous voyez une femme dire à son mari, écoute, fais de ta vie ce que tu veux, ça veut dire que c'est un trop-plein. C'est un trop-plein. C'est-à-dire que l'homme a posé tellement d'actes d'irresponsabilité qu'à un moment donné, elle travaille son mental, elle devient un peu stoïque, de façon voulue. Elle travaille son mental et elle se dit, écoute, fais comme tu veux, puisque d'habitude, je te dis de ne pas faire ci, toi tu t'entêtes à faire ce que tu veux. Bon, ok, je te laisse, vas-y. Mais ça ne veut pas dire que vous allez profiter, parce que ce que je dis, il a profité de cette occasion justement pour faire exactement ce qu'il avait envie de faire. Il est parti rejoindre sa maîtresse et rester là-bas. Mais écoutez, ça n'a aucun sens quand monsieur abandonne ses enfants parce qu'il a eu une prise en période de rentrée scolaire. Il y a 2 mois. Elle a bien précisé il y a 2 mois. Pourquoi n'a-t-elle pas éteint le feu? Vous êtes là en train de légitimer, Ce n'est pas un enfant, c'est un homme responsable. Je ne pense pas qu'il n'ait jamais offensé sa femme. Ce n'est pas une raison, tu peux offenser ta femme, ce n'est pas une raison qu'elle se lève et qu'elle quitte le domicile conjugal. Je suis désolée, ce n'est pas une raison. Dans quel couple il n'y a pas de dispute? Même chez cette maîtresse où il va là, généralement, même ces maîtresses sont plus impolies même que les femmes de la maison. Elles vous insultent même alors qu'elles n'ont même pas encore la bague au doigt. Mais vous restez là-bas. Vous savez quelque chose, mais... Bon, dans l'histoire, forcément, l'homme est condamnable au premier degré seulement. Est-ce qu'on peut lui trouver des circonstances atténuantes malgré tout? Je dois rappeler que ce soir, dans Parole de femme, un joli sujet au menu autour de Julien Gay, on parlera bien sûr des sévices que subissent certains hommes en ménage où ceux-là se font tourner le dos, par exemple, durant la nuit. Alors, est-ce qu'un homme qui vit de telles situations peut être fondé à partir de la maison? Sam, la seule erreur qu'a commis cet homme, c'est de n'avoir pas répudié sa femme à temps. La femme, c'est ça la seule erreur. Parce qu'en réalité, l'homme ne dira jamais, que ce soit devant sa famille, devant les tribunaux, que ma femme me bat, ma femme me tape, ma femme m'a dépassé. Ça devient gênant pour l'homme. Il a même honte. Quand vous voyez un homme sortir de la maison et s'en aller, et de cette manière-là, moi j'en ai vu beaucoup. Donc ça veut dire que l'homme, il a voulu prendre le problème seul, oubliant que c'est la famille qui a épousé la femme qui est là. Le problème, tendance n'est pas aller au fond du problème, peut-être tendance. C'est quoi le problème d'abord? Parce que... Elle ne peut pas entrer dans les détails. Oui. Elle m'a seulement dit que on va parler de mes problèmes. Depuis 2 mois, quelqu'un a disparu. Quand j'appelle, ça passe, mais c'est une autre femme qui décroche. Voilà. C'est d'ailleurs sa décision est prise parce qu'il faut que les enfants partent à l'école. Comme elle n'est pas entrée dans les détails, elle m'a donné une fois le portrait de son mari. Et le même portrait, je vais envoyer ça par Equinox. Merci. Je voulais juste qu'on comprenne qu'il ne faut pas ici systématiquement forcément se mettre du côté de l'homme. Parce qu'il faut d'abord chercher à comprendre c'est le problème. Si on le comprend, détermine Sam, qui est le patron de la maison? Que le code civil ou bien nos lois traditionnelles disent c'est l'homme qui est le patron de la maison.
lorsque l'homme arrive à partir chassé par son épouse, vous plaignez de son épouse chassé par son épouse. Vous savez bien qu'à maintenant, on arrive souvent en train de l'histoire doit partir de la maison. Absolument. Ouais. C'est précisément, nous avons atteint notre code pénal actuel. Quand je l'appelle souvent code pénal, Laurent et vous me dites non, c'est pas ça. A donc justement intégré ces choses-là qui font que le droit de la femme et le droit de l'enfant priment sur le droit du chef de famille. Ça va nous amener dans la déroute. Un chef de famille. Sam Sévérin, moi je suis désolé qu'on dise qu'un homme est parti de la maison chassé par son épouse. Oui. Quand il y a des hommes qui battent les femmes, on dit que la femme part de chez son mari pour la belle famille. Parce que c'est quand il y a un problème, quand il y a un problème comme celui-ci, pourquoi, je vous retourne la question, pourquoi l'homme n'a pas saisi son beau-père pour dire que voilà ce qui se passe, votre fille fait comme ci, elle fait comme ça. Parce qu'il a honte. Il a honte. Il y a des hommes qui ont honte. La femme te sent, tu vas dire à ton beau-père que ma femme a tapé toute la nuit. Nous en avons un cas ici. Ne confondez pas quand on dit le chef de famille. Ici, sur ce même plateau, vous avez estimé que même si on est chef de famille, il faut que la femme assume les responsabilités en tant qu'épouse du chef de famille. Oui. Je suis désolée. Être patron d'une famille ne veut pas dire qu'on doit se transformer en tyran. Ce n'est pas peut-être parce que vous partagez le même avis que vous allez nous empêcher de parler. On doit passer à votre mais avant de passer, il faut savoir. Je vais donner mon point de vue. Ouais. Mon point de vue compte. Ah, vous voulez... Oui, allez-y alors. Bon, on va rester là. Non, l'homme avait dit qu'il obéit trop. Donc, on ne l'insulte pas. Mais c'est vrai quand même que quand on dit souvent aux femmes que sortez de la maison pour aller travailler, vous restez, que l'homme vous donne tout. Voilà. Si tu te débrouilles un peu, tu devais même d'abord payer la scolarité des enfants en attendant qu'on convoque le tribunal familial. Très bien. On va revenir sur ce sujet tout à l'heure dans les réactions des téléspectateurs qui interviendront par SMS uniquement. On prend donc la suite, c'est avec la colère de Charles Armel. Je m'interroge ce jour sur les incongruités de la République camerounaise. Oui. Comment comprendre que la réussite dans ce pays soit conditionnée par l'appartenance à tel ou tel réseau, telle ou telle école ésotérique, telle orientation sexuelle, mieux une escroquerie à nul autre pareil. Ce n'est pas moi qui le dis. Consultez tous les réseaux sociaux, vous verrez les témoignages. Comment comprendre que dans cette machine on retrouve les neveux du chef de l'État, les membres très influents du cercle des amis de madame, les membres très influents du cercle intime du Nomgui. Ils sont nombreux à faire la cour et à se faire la cour. Savez-vous qu'il y a des gens dont le seul boulot consiste à être des facilitateurs de X ou Y qui, au nom de leur acquaintance avec le couple présidentiel, ne se dérangent pas pour escroquer, torpiller les pauvres membres du gouvernement ou de potentiels candidats à un poste ministériel. Savez-vous que dans ce pays, il y a des gens qui payent les factures, offrent des cadeaux à certaines grosses pontes du régime pour se maintenir? Savez-vous qu'il y a des gens dans ce pays qui sont endettés jusqu'au cou parce que torpillés par les prévaricateurs amis de la présidence? Savez-vous que les sommes de présentation des négociations vont de 5 millions pour les démarchés à 50 millions pour les opérateurs économiques? Rappelons-nous de William Zolo, que l'on avait vu dans les couloirs de Monaco à la conquête du conseiller de l'ombre du chef de l'État. Sinon, comment comprendre que certains ministres ne soient pas connus du chef de l'État? Comment comprendre que des gens se trouvent parachutés à des postes ministériels alors qu'ils n'ont pas le profil requis? Un ingénieur des chemins de fer à la communication, un médecin à la communauté urbaine de Douala, un ingénieur de génie civil à la santé. Que d'incongruité. Comment comprendre que ceux des ministres dont les résultats ne sont pas particulièrement brillants sont indéboulonnables, tandis que ceux qui ont essayé de bouger les lignes sont rapidement remerciés? Allez consulter le livre de ce gouverneur à la retraite et vous comprendrez de quoi je parle. Comment comprendre que chaque année, on dénonce les nominations des morts à la tête des régions, départements et arrondissements? Comment comprendre la suradministration
mieux l'hyperconcentration des administrateurs civils au MINAT par rapport au nombre toujours insuffisant de magistrats? Comment comprendre que les recommandations des États généraux de l'éducation sur la révision et la refonte des programmes scolaires aient été remis au gouvernement depuis 1995 et classées jusqu'à ce jour sans suite? Exemple de l'examen probatoire qui n'a jamais été retiré, faisant du Cameroun l'unique pays au monde où il existe encore une attestation qui ne correspond plus à rien sur le plan international. Comment comprendre que le ministre Jacques Famendongo ne se soit jamais offusqué du fait qu'aucune université du Cameroun ne figure parmi les 500 meilleures du monde et les 100 d'Afrique? Comment comprendre que malgré la mise sur pied de l'opération Épervier, les détournements de la fortune publique se chiffrent encore, selon nos experts, à plus de 3 milliards de francs CFA par mois? Comment comprendre que la gestion du téléphone et de l'électricité soit abandonnée entre les mains des sociétés étrangères qui arnaquent les populations avec la complicité de certains membres de la famille, du parti et de l'administration publique? Comment comprendre que le Cameroun soit devenu l'un des rares pays d'Afrique ayant le plus grand nombre d'immigrants dans le monde entier, avec des gens de toutes les conditions, toutes les professions et tous les âges, fuyant la misère par tous les moyens, alors qu'on compte une petite caste qui est fortement riche? Alors, la dernière image, merci, cher Lamel, je crois que c'est l'un des tout derniers conseils des ministres auxquels on a eu droit. Alors, l'exercice du pouvoir au Cameroun est effectivement quelque chose d'assez mystique, mystifié, opaque et mystérieux même, parce qu'on peut le voir, et c'est ce qui peut justifier d'ailleurs tout ce à quoi on a droit. Petit exemple quand même, les véhicules de fonction qui ont servi à Jean-Ernest Ngalé-Bibé pour ses missions dans le sud-ouest. Je me suis attardé dessus pour voir le niveau du type de voiture qu'il utilise. C'est pour cela que dès qu'on est nommé ministre, c'est la fête au village, parce que immédiatement votre destin prend un coup, un bond en avant, Bombok Bengan. La politique des réseaux au Cameroun, c'est vrai, il faut être le proche, soit de la première dame, soit du SGPR, soit du DCC. Alors, je préfère utiliser des abréviations parce que c'est un sujet assez scabreux. Oui, ça s'appelle la politique des recommandations. Ça a été institué dans notre pays. J'ai dit bien institué parce que c'était devenu une institution depuis les années 56, lorsqu'on préparait la loi cadre avec Pierre Mesmer. Et il a légué cette politique à lui, Paul Ojoula, qui se trouve être, j'allais dire, le parrain de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. C'est-à-dire, même lorsque Charles de Gaulle arrive au pouvoir en mai 58, il a comme conseiller, lui, Paul Ojoula, pour le cas du Cameroun notamment. Donc c'est ça la politique des recommandations. On vous dira par exemple que en 61, Paul Biya et Kodok étaient reçus par exemple à l'hôtel Georges V par lui, Paul Ojoula, et qu'une lettre de recommandation arrive. Lorsque Paul Biya arrive, il est nommé directeur du cabinet de Tekimboumouan, et que Kodok est nommé directeur de l'orientation économique sur Victor Kamga. Donc en fait, j'ai bien compris, mais même si on a hérité cette politique de nos colons anciens français, mais il faut quand même reconnaître que de nos jours, nous, on en fait un peu trop quand même. Ça ne doit pas être érigé en mode de fonctionnement. Sam, si on ne sort pas des griffes du verrou de cette colonisation française, c'est ça donc le verrou. C'est pour ça que vous allez faire ce que vous voulez, vous allez dire ce que vous voulez. Le Cameroun n'est pas indépendant, précisément parce que le Cameroun n'est pas souverain. Et c'est la différence, c'est ça qui fait donc la différence avec nos compatriotes d'expression anglaise. Parce que eux, avec le indirect rule, on les a laissés. On les a laissés. La puissance colonisatrice, la Grande-Bretagne, pour la nommer, pour ne pas la nommer, l'a laissé cette colonie-là. C'est pour ça que vous appréciez le matin ce qui se passe au Kenya. Vous appréciez ce qui se passe au Ghana et au Nigeria voisin. Et pourquoi donc les pays francophones ne se libèrent-ils pas? C'est précisément la même chose. Ces recommandations, cette politique de recommandations qui est venue entériner pour la énième fois un premier ministre qu'on appelle François Fillon. Il est arrivé ici le 20 mai 2009. Sam. Donc, en fait, Paul Biya ne va nommer que sur recommandation ou dans un fichier. Je n'ai rien contre le ministre des Finances, mais je vous dis simplement que c'est un enfant de sérail. C'est quand même le fils d'eux. Voilà, c'est quand même le fils d'eux. En réalité, c'est d'abord cela. Maintenant, il faut que Sam Séverin en gauche, Lamel Bachou, Madame Ndombo, Mbombo aille là-bas, il faudrait que l'un d'eux nous tienne par la main et dise à ce réseau, non, voilà, c'est Sam, il est, j'ai.
Ces plans qui s'amènent donc à nous, ce qu'il a, Charles Hamel, je termine par là. Qu'est-ce qui amène donc un homme normal à nommer les morts dans un truc? Qu'est-ce qui amène, par exemple, lorsqu'on nommait Daina Chamofort, son nom était paru comme membre du comité central, vous avez dit, mais je n'ai jamais pris de carte lorsqu'elle était vice-présidente de l'ONEL à l'époque de nos Merci. Il n'y a donc pas espoir pour que si vous n'êtes pas tenu, Mbambok l'a dit, par la main d'un réseau, vous puissiez voir votre nom. Et on a beaucoup d'exemples comme ça. Dans la plupart des temps, d'ailleurs, l'actuel gouvernement, dit-on, a été majoritairement proposé sur ordre du DCC, je préfère le dire, selon des idées reçues également. Et il y a une autre idée reçue. Tous les directeurs généraux, semble-t-il, tiennent leur onction du SGPR. D'ailleurs, il paraît qu'ils lui versent d'importantes sommes d'argent tous les mois. Voilà. Mais Sam Séverin, on se plaint ici d'un pays dans lequel prône siège la gabégie financière, dans lequel il y a de la corruption, il y a le clanisme, c'est normal. C'est normal parce que, imaginez un peu, je vais donner en guise d'illustration. Si vous avez une association dans laquelle vous faites des choses pas si correctes que ça, est-ce que vous allez facilement laisser un intrus venir découvrir ce que vous faites? Il faudrait bien que la personne qui accède là vous offre des garanties de ce qu'elle ne va pas aller diffuser ce qui se fait dans votre cercle, un cercle vicieux. Donc c'est un peu ça, c'est un peu à ça qu'on assiste pour ce qui est des cooptations, voilà, dans notre pays. C'est-à-dire que c'est des amis, on sait que nous sommes liés par quelque chose, il faut qu'on te parraine pour que tu sois à certains endroits. Tu ne peux pas sortir de nulle part pour te retrouver à un certain poste. Impossible. C'est impossible au Cameroun. Tu ne peux pas sortir de nulle part. Pourquoi on parle de parrainage? Même dans des associations qu'on appelle entre guillemets sectes, il faut que tu sois parrainé par quelqu'un qui est à l'intérieur. Tu ne peux pas aller comme ça, tu dis que oui, je vais entrer dans tel cercle de toi-même, tu ne peux pas. Même si tu as l'argent, même si on parle de cotisation et tout, tu ne pourras pas. Il faut que quelqu'un t'y amène. Dans nos écoles, les grandes écoles supérieures nationales, il faut que tu sois parrainé. Même si on dit que pour accéder à telle école, il faut donner 5 millions. Il y a beaucoup de Camerounais qui peuvent donner 5 millions. Mais parmi ceux qui peuvent donner 5 millions, il y en a qui doivent être parrainés. Et si tu as les 5 millions et que tu n'es pas parrainé, tu ne peux pas entrer. Donc c'est un cercle vicieux. Ils sont liés par quelque chose. Soit tu es l'enfant de celui qui était déjà là-dedans et tu ne peux pas trahir ton père facilement. Par conséquent, tu vas y entrer. La preuve, c'est que pour certains postes, même dans l'administration du sport autour des sélections nationales, comme les postes de team manager ou team press officer, on a vu des incongruités. Mbambok Bengan, Charles Hamel, vous vous souvenez, l'ancien ministre que vous avez évoqué, Mbambok, Michel Zoa, avait choisi de nommer comme team press d'abord de la catégorie junior un confrère de la place qui ne faisait mais en rien du tout l'unanimité. Celui-ci a même boudé puisque c'était son neveu. Il dit non, moi je veux les Lions indomptables seniors. Et il a obtenu les Lions indomptables seniors. Jusqu'au Brésil. Et ce gars, vous savez de qui je parle aujourd'hui. Et forcément, ce sont des choses comme ça. Dans une république qui se veut exemplaire, c'est la médiocrité. Finalement. Mais tendance à dire qu'on tape trop sur son père. Donc il avait réagi. Si quelqu'un parle encore de mon père, je vais te plaindre. Voilà. Oui, Sam Séverin, il faut préciser que à la suite de Megui, je peux l'aider. Nous avons l'ENAM, l'IRIC, les STIC, faculté de médecine et l'église. Enfin, les miens. Vous ne pouvez sortir prêtre si vous n'avez participé à la soirée de parrainage. Vous devez même chez les prêtres qui va vous aider. Ça, j'en sais quelque chose à ce niveau, je peux vous raconter. Sam Séverin, ce pays a fabriqué trois classes de riches. La première classe, c'est celle des fonctionnaires qui sont excessivement, immensément riches dans ce pays. Première classe au détriment des opérateurs économiques. Deuxième classe, vous avez la classe de celle de ce que j'appelle les marchés publics. Les marchés publics, où c'est des gens qui ne sont même pas allés à l'école, ils sont vraiment des pauvres illettrés, ils n'ont jamais fait, on les appelle les grands contributeurs du parti. Voilà les marchés publics. Et la dernière, la troisième classe, c'est les gestionnaires de crédit. Ceux à qui on confie de grosses lignes de crédit qui se retrouvent à gérer, à ne rien faire, à faire du faux, monter des salles avec des documents et se retrouver à la fin assis en se disant nous sommes arrivés. Sam Séverin, comment comprendre que depuis plus de 20 ans, le Cameroun brille par la politique de la chaise vide? C'est une très grosse incongruité. C'est dans les grands sommets qu'on défend, le Cameroun défend, chaque pays défend ses positions. Regardez la BEAC.
Depuis peu, il n'y a plus de Camerounais. On ne peut pas parler Camerounais. Regardez au niveau de l'ONU. On n'a plus une forte représentation sur le plan international. C'est de grosses incongruités quand on parle de relations internationales. Je finis avec ceci. Comment imaginez-vous qu'on appelle le Cameroun, l'État du Cameroun achète le carnet de passeport à 4 000 francs et le revend à 60 000 francs avec tous les dépenses, afférents, signature, tout ce que vous voulez, et qu'on réussisse à avoir encore une pénurie de passeports sur le marché. Vraiment, c'est de grosses incongruités et on se demande finalement où on part. Si vous n'êtes pas parrainé, si vous n'appartenez pas à un cercle, vous n'êtes absolument rien. Il faut qu'on vous tienne la main. Et pour qu'on vous tienne la main, il y a des facilitateurs. Pour les opérateurs économiques, c'est 50 millions minimum. Et pour les individus qui veulent accéder à un c'est 5 millions, 6 millions, suivant qu'on va t'amener chez X, qui va te prendre la main, t'amener chez Y, qui va te prendre la main, t'amener chez Z, qu'on va se rassurer que tu fais partie du cercle, que tu défends les intérêts et que tu jures de ne jamais tricher. La preuve, William Solo, on se rappelle, il a marché, on l'a même vu pratiquement s'agenouiller devant Frambia à Monaco, parce qu'il ne voulait pas qu'on l'arrête, qu'il voulait voler, et je crois que c'est l'une des conséquences. Justement, on termine par là. Vous avez évoqué ce trafic d'influence des familles et proches parents du chef de l'État qui usent de tout trafic d'influence, effectivement, pour obtenir des privilèges sur la place. Ils sont bien connus, ces neveux, en tête desquels le très célèbre Bonivan. Il y a également un dénommé Évrard Yinga. Voilà, il fait beaucoup de trafic d'influence comme cela et il faut dénoncer. On n'a plus besoin de cette république des privilégiés parce qu'on est de telle ou telle famille. Non, je pense que le Cameroun gagnerait à faire preuve d'un peu plus d'exemplarité en termes de respect des compétences et des profils des uns et des autres. Le résultat des courses d'ailleurs de cette politique de parrainage, c'est le résultat auquel on a droit aujourd'hui finalement avec beaucoup de choses tordues qui ne marchent pas. Et parmi celles-ci, le phénomène des routes. Les routes qui se dégradent au fil des jours, que ce soit dans l'arrière-pays ou alors en zone interurbaine ou même en zone urbaine. Aujourd'hui, on a de la peine à sortir de chez soi et à arriver même seulement à son lieu de travail sans subir les contre-coups de ces mauvaises voies de circulation. Pour en parler, donc, notre invité, il est dans la filière de la conduite automobile exploitant d'auto-école. Bon, c'est le représentant de l'invité qu'on devait avoir finalement, M. Ngame Sobo. Donc, M. Tefak est là pour nous parler amplement de ce qui se fait aujourd'hui dans le domaine de la conduite. On accuse beaucoup plus les conducteurs, les mauvais conducteurs. Monsieur Tefak, bonjour. Merci de l'occasion que vous me donnez, Monsieur Sam Séverin Ngo. Il est vrai que les accidents qu'on a eu sur nos routes du doute, au début septembre, qui révèlent approximativement 150 morts en quelque peu, a dû, n'est-ce pas, réveiller tout le monde. En fait, c'est une cloche qui sonne. Il est vrai que certains ont pu prendre le problème sérieusement avant, à l'instar du ministère des Transports. Parce qu'en fait, pour mettre les gens en sécurité sur nos routes, il faut savoir que c'est un diagnostic suffisamment important. Et ce ne serait pas un décret seulement qui mettrait les gens en sécurité sur nos routes. C'est un processus, et dans ce processus, chacun devrait correctement jouer sa partition. C'est vrai, il y a beaucoup de secteurs qui sont donc concernés. Dans cette filière-là, les services de la gendarmerie, le haut commandement, vous avez les syndicats de transport, vous avez les exploitants d'auto-école dans la formation, et même les gens de la sécurité routière, il y a des ONG dans ce sens-là. Votre part de responsabilité se situe à quel niveau? Alors, les auto-écoles ont pour mission fondamentale de former les conducteurs, de les présenter à l'examen et d'attendre que ceux-ci prouvent qu'ils méritent de conduire ou pas. Donc, si vous formez de mauvais chauffeurs, c'est-à-dire des chauffards, le résultat, c'est que nous avons des gens qui conduisent n'importe comment sur nos routes. Il faut maintenant voir comment ceux-là se trouvent sur nos routes. C'est ça le problème réel. Nous avons vu des délégués, pour ne pas en nommer, qui se moquent éperdument, n'est-ce pas, des textes signés par leur hiérarchie. Vous imaginez que le ministère signe une réforme pour les auto-écoles et pour la formation, et qu'il y ait des délégués régionaux qui ont la responsabilité d'organiser ces événements, qui prennent sur eux de faire ce qu'ils appellent la section ou les salles des illettrés. Et dans ces salles des illettrés, on trouve des ingénieurs, on trouve des médecins, on trouve des enseignants, on trouve tout. Une manière de distribuer le permis au détriment, parce que ceux-là, ça c'est le faux masqué par la légalité. Ils sont passés par un examen qu'ils n'ont pas mérité, mais leur nom se retrouve sur les listes. Et on dirait qu'ils ont été dans les auto-écoles. On a vu des délégués qui ont utilisé de manière indue les noms des auto-écoles
parce qu'il est délégué départemental dans un secteur, il y a une auto-école qui a peut-être 2 candidats, il collecte les dossiers partout, il dresse une liste de 300 candidats au nom d'une auto-école qui n'en a présenté que 2. Bon, Bengane, on est là peut-être dans les causes lointaines de la série d'accidents routiers auxquels on assiste finalement. Oui, tout à fait. Mais il a commencé son propos, ça vous permettez qu'on revienne dessus. Il dit le ministère des Transports a sérieusement pris le problème à bras le corps. Je voudrais qu'il nous explique, ce n'est pas des mesures dont vous décriez là ou quoi? Non, non, non. C'est-à-dire en termes des textes qui réorganisent le fonctionnement, l'attribution des permis de conduire. D'accord. Ça, les textes sont clairs. Maintenant, le problème se pose au niveau du respect de ces textes. Et c'est pour ça que je dis, chacun devrait bien assumer sa partition là où il se trouve. D'accord. Maintenant, la gendarmerie nous dit, la semaine dernière encore, que non, trop c'est trop. Les chauffeurs doivent ralentir sérieusement pour éviter les trous. Qu'est-ce qui se passe? Donc, comment vous avez analysé ces mesures de la gendarmerie? Non, si on a donné un permis à quelqu'un en disant qu'il ne sait pas lire, imaginons-nous qu'il ne sache pas lire et qu'il y ait une limitation de vitesse en route. Comment celui-là saura qu'il faut une limitation de vitesse? Mais maintenant, est-ce que les routes sont appropriées, les routes que nous avons? Si nous voyons en fait les accidents, l'homme est à 97% responsable des accidents. Mais il faut savoir l'homme situé où, l'homme placé où. Donc c'est le chauffeur, lui, il a un décès. L'homme a fait, il faut vraiment faire pas langue de bois. C'est cela que je vais. Imaginons-nous qu'on ait placé un panneau sur nos routes, ou bien un ralentisseur, et que ce ralentisseur ne soit pas signalé. Celui qui arrive au Cameroun, il ne faut pas circuler uniquement sur nos routes qu'on a l'habitude de prendre. Non, prenons nos routes, monsieur. Mais je suis en train de parler de nos routes. Voilà. Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il y en a pas? Est-ce que nos routes sont suffisamment matérialisées? Est-ce que c'est la question? C'est l'homme. Quand je parle de l'homme, je dis l'homme à tous les niveaux. Non, non, la route, c'est mieux de dire le ministère. Ne dis pas l'homme. Vraiment. Vous nous dites les routes ne sont pas assez matérialisées et que les chauffeurs ne prennent pas... C'est une part. La route n'est pas matérialisée, ça c'est deux. Il y a de creux, c'est aussi ça. Mais le conducteur doit adapter aussi sa conduite aussi comme ça. Bon, moi, essentiellement lorsqu'on parle du réseau routier, quels sont les ministères qui interviennent dans le système réseau routier? Oui, il y a les travaux publics. Travaux publics? Oui. Bon, le rôle consiste à, s'il vous plaît. Mais aménager les routes, les placer à la disposition des usagers. Mais il y a ceux qui doivent les matérialiser de manière technique pour dire à cet endroit il y a ceci, à tel autre endroit il y a tel autre. Le ministère des Transports. Oui. C'est les deux ministères. C'est les deux ministères. Oui. C'est les deux pour la matérialisation. Pour la matérialisation. Alors, en France, en 2016, on a eu 3849 morts pour le cas de 2016. Un pays assez regardant. Un pays où la qualité du permis, on ne s'amuse pas avec le permis parce qu'il y a le retrait des points et tout cela. Aujourd'hui, vous voulez nous faire comprendre que même au Cameroun, c'est encore l'affaire des permis parce que les gens achètent des permis beaucoup plus que la matérialisation et l'aménagement des routes. Je vais vous prendre un exemple. Il y a eu ce qu'on a appelé la catastrophe de Boam en France. Il y a eu beaucoup de milliers de morts. Et pendant que le ministère français du Transport cherchait encore quelle solution prendre, le taux de morts a diminué du tiers, tout simplement parce que les conducteurs ont pris conscience de ce qui peut leur arriver. Oui, et où mettez-vous l'alcotest, par exemple? L'alcotest? Oui, les chauffeurs, l'alcotest, c'est une nécessité, mais quand est-ce que nous l'utilisons au Cameroun? Il faut attendre le période des vacances pour aller dans les agences. C'est insuffisant. Mais il faut dire quand même que l'État pointe beaucoup plus du doigt les conducteurs. Justement, lui-même le dit. Voilà, on a eu une sortie sur le terrain du patron de la gendarmerie nationale, Jean-Baptiste Boka, hier, qui est allé sur le terrain pour justement voir ce qu'il en était. Il y a eu des conducteurs qui ont été appréhendés, qui ne roulent pas dans la parfaite réglementation. Il y en a qui n'ont même pas de papier, qui n'ont pas de permis de conduire, qui n'ont pas... Donc, il faut quand même dire, parce qu'on vous a demandé tout à l'heure à quel niveau est-ce que vous situez les responsabilités des uns et des autres. Mais excusez-moi, vous avez fait un peu dans la langue de bois. Vous n'avez que c'est l'homme. Ce n'est pas de la langue de bois. Vous n'avez pas accepté que j'aille jusqu'au bout. Allez-y. Je voudrais dire, les auto-écoles qui ont pour mission de former les élèves, si nous prenons la réforme comme j'appréciais le ministère, la réforme voudrait que chaque apprenant ait au moins 20 heures de pratique, 40 cours de théorie. Si on l'applique, aucune auto-école ne serait capable de former plus de 40 candidats à une section d'examen.
Alors, est-ce que... J'en viens, s'il vous plaît. Maintenant, si l'on peut... Parce que on peut avoir son permis. Et quand on y va, on va trouver une auto-école avec une voiture qui va présenter 300 candidats. Et ces 300 candidats non formés vont passer. Parce qu'il y aura des passes partout là pour les faire passer. Maintenant, quand ils se trouvent sur la route, on dit les auto-écoles ont mal formé. Nous sommes des boucs émissaires. Il y a des gens qui sont au-dessus et nous assumons les responsabilités alors que l'auto-école ne délivre aucun Est-ce que dans permis. ces 20 heures de cours, vous avez un module de cours qui dit comment il va percevoir un trou à 12 km? Est-ce qu'il y a un cours qui porte sur les nids de poules? Pour me présenter, il faut déjà avoir une bonne vision. Il faut que votre acuité visuelle respecte les normes. Non, je demande s'il y a des modules. S'il y a un module, comment... Non, ça n'existe pas. Vous voulez dire que vous entrez, vous voulez dire que si on est vous voulez dire que vous montez les escaliers ici. Vous prenez la Bafoussam. Sur le chemin aller, vous ne voyez pas de nid de poule. Derrière vous, il y a une pluie torrentielle qui démarre et qui aggrave le trou. Vous revenez au même endroit. Vous étant sûr que vous connaissez la route, vous tombez dans un trou parce qu'il a plu. C'est votre faute. On n'a pas besoin de connaître une route pour circuler sur cette route, je répète. C'est pour ça que j'ai dit que les responsabilités étaient partagées. En saison de pluie, vous allez vous rendre compte qu'il y a un trou. Parce que Monsieur Chalamel, j'ai dit que les responsabilités sont partagées. Ceux qui ont pour rôle d'aménager les routes doivent le faire. Ceux qui doivent conduire ne peuvent pas utiliser n'importe quelle vitesse lorsque la visibilité est réduite. Peut-être que M. Charlamel voudrait vous amener à sensibiliser davantage ceux qui sont chargés de l'aménagement du réseau routier de votre part. C'est-à-dire que vous, dans le secteur de la conduite automobile, sensibiliser, interpeller suffisamment l'État qui doit arranger les routes pour dire nous ne pouvons pas former des chauffeurs qui viendront rouler sur ces axes. De Douala à Bafoussam, passant par Baham, vous allez vous rendre compte que on ne défiche pas les abords de route. À chaque virage, il faut être obligé de klaxonner. Sans quoi c'est la responsabilité du chauffeur, c'est mauvaise visibilité. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Il y a des routes, par exemple. Même il y a le traitement post-accident. Après un accident, quand il faut amener une victime dans un centre hospitalier, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'il est reçu? Et lorsqu'il y a un accident, est-ce que ceux qui arrivent au lieu de l'accident ont des connaissances pour pouvoir amener au moins l'acte qui sauve au moment opportun? Je dirais qu'il faudrait que chaque maillon puisse jouer réellement son rôle. Terminons donc par votre rôle avant d'évoluer au niveau de la prévention routière. Est-ce que la conduite automobile aujourd'hui dans le processus de délivrance des permis de conduire obéit aux normes? Est-ce que vous efforcez au moins de vous assurer que tous ceux qui sont aptes à pouvoir conduire les méritent? C'est là. C'est une question qui revient tout le temps, mais c'est important. Nous nous battons, mais je dis que nous sommes coincés par le fait que... Les délégués régionaux? Mais les délégués régionaux, le Camerounais, c'est qui s'y va au transport, on va lui donner le permis. Vous avez une auto-école, vous n'arrivez pas. On dit que, vraiment, si vous respectez, comme je dis, vous n'êtes pas capable de former plus de 40 élèves en une section d'examen, vous avez 2 voitures. Mais lorsque les gens peuvent, je ne sais pas par où ils passent pour avoir 300 candidats, ils ne les ont pas formés. Mais comme ce n'est pas l'auto-école qui doit préparer l'examen, on a des moyens de les faire passer alors qu'ils ne méritent pas. Maintenant, quand on voit un permis, on se dit le détenteur du permis l'a mérité. Donc la bataille maintenant, c'est de faire que tous ceux qui passent le permis soient ceux qui ont été réellement formés. Et à cela, et qui ont fait la composition. Et qui ont mérité. À cela maintenant, il faut interpeller. Il faut interpeller ceux qui sont à la chaîne d'organisation de cet examen de permis de conduire. C'est pour ça que j'ai dit que... On peut faire un test de vérité maintenant. Oui, vous êtes responsable d'une auto-école. Voilà. Vous avez formé combien cette année? Cette année, bon, parlez-moi de moi, je forme en moyenne 25 par an. En moyenne, 25 par an. Les mesures que vous évoquez, est-ce qu'elles seraient efficaces dans la mesure où même au niveau de la formation, il y a beaucoup de choses à récriminer? Parce que moi, en tant qu'élève d'auto-école, il y a quelques années, je le dis, j'ai vu quand même des magouilles se faire. J'ai vu des magouilles se faire. À l'examen? Oui.
vous êtes d'accord avec moi en tant que syndicaliste que même au niveau de la théorie, l'examen écrit, on distribue de l'eau souvent? Mais nous disons la même chose. Nous disons ceci. Les auto-écoles n'ont pas qualité pour organiser l'examen du permis de conduire. Nous avons pour mission la formation. Maintenant, si on forme un candidat, si ceux qui arrivent à l'examen, qui ont pour mission d'organiser... Justement de cette formation-là, tout le cours de la formation, quelles sont les mesures que vous mettez en place pour vous assurer de ce que la formation soit exactement... Madame, ce n'est pas un fait du hasard. Vous avez un programme et vous ne pouvez envoyer votre élève à l'examen que si vous avez, de manière sincère, épuisé votre programme de formation, tant théorique que pratique. Maintenant, vous parlez de quel formateur? Moi, je parle du formateur idéal, du formateur qui a qualité. Est-ce que n'importe qui doit mettre un panneau sur sa voiture le matin et mettre aux gens à machin pour dire que les formateurs... Vous, en tant que syndicaliste qui défendez... voilà. Quelles sont les mesures que vous prenez? Parce que si vous êtes sur les mesures que nous prenons, c'est d'écrier parce que nous voyons dans les rues des gens qui sans droit ni titre sont en train de former. Sur le terrain. Oui, nous n'avons pas qualité pour aller les attraper et dire, monsieur, est-ce que vous avez un CAPEC qui vous demande de former? Est-ce que vous avez... On est donc d'accord à ce niveau des discussions que parmi les causes quand même, directes ou indirectes de cette série noire sur nos axes routiers, figure en bonne place la très mauvaise qualité de la formation reçue par ceux qui ont à charge de conduire nos âmes. Les âmes qui sont innocentes et qui trouvent la mort. Bon, ça c'est l'une des causes, on est d'accord. Maintenant, pour terminer sur ce volet-là, dites-nous quelles sont les qualités essentielles que doit avoir un bon chauffeur avant de prendre l'axe lourd. Pour être bon chauffeur, c'est la formation qui vous rend bon, c'est pas le décret. Voilà. Si vous n'avez pas été jugé apte à l'issue d'un examen bien organisé, c'est là que j'insiste, vous ne serez pas bon conducteur. Pratique ne suffit pas. Ceux qui ont eu des permis de manière indue le savent eux-mêmes, ils sont conscients parce qu'ils savent qu'ils ont triché. Mais ce que je dis, la mort ne choisit pas, les accidents ne choisissent pas. Ceux qui sont en train de favoriser qu'on donne ces faux permis aux gens ne savent pas qui est-ce qu'on ira en route tuer. Ça peut être son père, ça peut être sa mère. Non, mais ça, effectivement, je comprends. Ici, il est en train de nous dire que les pouvoirs publics, Sam, sont en train de geler la formation et saboter la formation. C'est ça le mot. Absolument. Parce que pour le résumer, il dit par exemple, les auto-écoles normales peuvent présenter 20 candidats bien formés et au finish, vous en aurez 100 qui vont postuler, qui auront le permis au bout du compte, alors que dans les 100, il n'y a que 20 qui ont été régulièrement formés. Et l'autre chose, il déplore l'état des routes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une adéquation entre le ministère des Travaux publics et le ministère des Transports pour la matérialisation. Au niveau des agences de voyage, parce que les accidents sont récurrents, beaucoup plus impliquant les conducteurs de bus qui font les axes. Est-ce qu'au niveau de ces agences, on ne doit pas faire attention au niveau du recrutement pour bien choisir le profil de chauffeur? Justement, il répond en disant que quand j'ai été mal formé, mais j'ai mon permis et jusque même les grumiers. Et je vais, quand on va me recruter comme chauffeur grumier, je ne sais pas où. Il faut de l'expérience à ce niveau. Voilà, et justement, on va me dire, j'ai mon permis depuis tant nombre d'années, on va me recruter alors que je n'ai pas été bien formé au départ. C'est ça qu'il déplore et je partage son point de vue. Donc en réalité, ça revient toujours au ministère des Transports qui a mis les règles de les appliquer, peut-être associé par la gendarmerie et la police, mais également au ministère des Travaux publics, d'aménager les routes, comme il a dit, la matérialisation et la visibilité sur nos routes, c'est-à-dire dégager les abords des routes. Sinon, on ne pourra pas. Maintenant, il a ajouté l'alcool. Par exemple, qu'au même moment, ces forces de maintien de l'ordre devraient tout faire pour que chaque fois que ce ne soit pas seulement pendant les périodes de rentrée scolaire et ou bien de fêtes de fin d'année, que ce soit de manière régulière et permanente. On ne peut pas aussi maintenir les gendarmes sur les axes routiers en permanence. Oui, Charles Amel. Alors, Sam Sévérin, moi je veux dire que je m'inscris un peu en faux à travers ce que dit M. Temfak. C'est vrai que M. Temfak est seulement... C'est mon avis. C'est mon avis. Je dis je m'inscris en faux pour la simple raison que le domaine de l'auto-école, des exploitants de l'auto-école, Sam Sévérin, c'est un domaine de loup où les gens veulent se faire de l'argent. Ça, je suis désolé.
Si on sort la classification, si on sort même en termes de, comment on va appeler ça, le tableau des inscriptions, vous allez vous rendre compte que toutes ces auto-écoles jouent le même principe parce que chacun veut gagner de l'argent. Il y a eu certaines époques, notamment dans les années 80, les années 80-90, avec l'auto-école Dupont, ils citaient nommément, ils interpellaient en disant que, monsieur le ministre, il y a telle auto-école qui fonctionne, qui n'est pas bonne. C'était les responsables des syndicats qui citaient nommément en disant l'auto-école Mbachou, c'est une très mauvaise auto-école. Voici. Le ministre a envoyé des gens sur le terrain. Je crois que il le mène dans leur syndicat. Vous allez vous rendre compte que quand il dit combien d'auto-écoles les gros camions pour former les gros camions, il faut dire qu'ils vont prendre des gens, des camions, ils en prennent parfois des camions. C'est la réalité sur le terrain. Qu'ils disent qu'ils sont défaillants et ces défaillances ouvrent. Ils ont besoin d'un appui du ministère des Transports. Je pense que c'est là où on va aboutir. Et non batailler pour avoir des je vais interpeller votre confrère. S'il n'est pas au courant, le syndicat d'exploitants d'auto-école, pour former les gens à la catégorie C, a dû s'acheter un camion. C'est connu de tous. Je le rappelle. C'est connu de tous, il peut vérifier. Donc nous ne sommes pas là. Continuons. Et quand vous avez dit qu'on peut, quand vous parlez des auto-écoles, vous généralisez. Nous avons une bataille. Il y a combien de contrôles qui ont été faits pour voir des auto-écoles qui ne méritent pas, qui devaient être fermées? Absolument. Est-ce que c'est nous, les syndicats, qui devons aller fermer? Non. Nous avons pour nous de désigner. Voilà tel coach n'a pas ceci, voilà celui-ci n'a pas de voiture, celui-ci n'a pas d'autorisation, celui-là n'a pas qualité pour enseigner parce qu'il n'a pas de CAPEC, il faut qu'on ferme. Et là, nous écrivons. Nous saisissons l'autorité compétente en la matière. Pourquoi vous ne rendez pas public? Puisqu'il faut rendre public. Il a mené des enquêtes. À un moment donné, lorsqu'on se rend compte, puisque c'est la vie des Camerounais. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a des gens qui ont 3 licences. Ça veut dire qu'ils devaient avoir 3 auto-écoles. Ils en ouvrent 50. Nous écrivons. Nous disons qu'ils ont 3 autorisations, ils ont 50. Vous voulez qu'on fasse quoi? Il faut que l'État, l'administration nous aide à assainir. Les délégués régionaux, départementaux sont au courant de la magouille et manifestent même la magouille. Mais je vous ai dit qu'il y a des délégués départementaux qui peuvent utiliser la licence de M. Séverin Ango dans un département. Il a une auto-école, il présente dans son école 3 candidats. Il vient le jour des amants, il voit que le délégué a mis 500 candidats sur sa liste parce qu'on est parti à droite, on est parti partout récolter pour aller dans un coin. Alors, la prévention, on a 3 minutes pour sortir. La prévention routière, dont telle qu'elle se déroule avec toute une batterie de mesures donc prises par des équipes mixtes et, j'allais dire, homogènes, constituées, hétérogènes, si vous voulez, constituées de beaucoup de représentants. Quel est le regard que vous jetez sur cette prévention qui, malgré tout, ne fait pas de résultats? Oui, j'ai l'impression que cette prévention n'a pas tenu en compte tous les éléments qu'il fallait. Parce qu'on ne va pas en route pour la prévention uniquement punir. Il faut attirer d'abord l'attention des gens sur ce qu'on leur reproche. Il faut qu'il y ait des techniciens, c'est-à-dire des formateurs. Là, quand on prend peut-être le syndicat de propriétaires de voitures qui vont en prévention routière, c'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire à un chauffeur? Non. On n'a pas pris tous les gens qu'il fallait pour mettre au bon endroit. Nous avons vu habituellement nos agents d'ordre dire, par exemple, stationnement abusif. Vous avez fait un mauvais stationnement, on dit stationnement abusif. Celui qui sort de l'auto-école va regarder soit le policier ou le gendarme qui lui dit et rit parce que le stationnement ne peut être abusif que s'il a été fait de manière continue, ininterrompue, sur la voie plus de dépendance pendant plus de 7 jours. Vous êtes dans votre voiture, vous avez fait peut-être un mauvais stationnement, vous dites stationnement abusif. Il faudrait que la formation conforme même également ceux qui sont en route, ceux qui ont qualité de faire le contrôle. Je vais dire les gendarmes et les policiers. On ne pas associer justement dans cette forte descente qui sont organisées avec ces forces de l'ordre pour pouvoir démanteler et les faux permis et les fausses actions qui sont faites. C'est des nominations. Les réseaux tout à l'heure. Vous n'avez pas été associé. Ils ne sont pas dans le réseau. Samir a répondu, ils ne sont pas dans le réseau de parrainage. Donc voilà. Voilà. À l'époque aussi, moi je pense qu'il y avait un directeur général d'une célèbre agence, aujourd'hui malheureusement décédé, qui imposait quand même des attitudes responsables à ses conducteurs. On peut, au-delà même de l'alcotest, exiger que les responsables d'agence imposent des limitations de vitesse à leurs chauffeurs. Donc aujourd'hui, ils utilisent le plomb, ça. Ils plombent à l'intérieur les agents, les propriétaires d'agents de voyage, c'est des commerçants. Ils ont besoin que leur chauffeur fasse 5 fois une même ligne en un jour pour lui faire beaucoup d'argent. Ils doivent être complets.
On ne doit pas attendre d'eux ce qu'ils ne vont pas faire. Ils ont ouvert des agences pour avoir de l'argent et non pour voir ce qui se passe en route. On doit les contraindre à agir suivant certaines règles. Monsieur Tefak, on a une minute. Dites quelque chose quand même sur l'état de la route finalement. Est-ce que le Cameroun a la route? Non, nos routes sont des mouroirs. Personne ne peut le nier. Très bien. Lorsque on a matérialisé même la route, mais c'est la peinture, ça doit s'effacer, il faut qu'on à l'entretenir. Quand on a mis un panneau quelque part et qui tombe, il faut le renouveler, sinon nos frères maliens viendront prendre pour aller faire leur machin. Et s'il y a les herbes qui couvrent et qu'on ne débroussaille pas, ça veut dire qu'il n'y a rien. Donc moi je voudrais plutôt dire que non seulement nos routes sont mouroirs, mais quand on y arrive, il faut déjà qu'on sache qu'on s'en va mourir et prendre suffisamment de précautions parce que personne ne veut mourir. Merci beaucoup, monsieur Tefak. Vous étiez l'invité du Zénith comme représentant du syndicat national des exploitants d'auto-école, la branche du littoral, bien sûr. Exact. Voilà, merci beaucoup. Et au passage, vous transmettrez nos amitiés à monsieur Nga Messobo. Voilà, Sa Majesté Nga Messobo, voilà, qui était empêché. Merci beaucoup. Le Zénith se poursuit avec la pause en chanson et la deuxième partie tout à l'heure. Après cette petite respiration et tout à l'heure la musique de Alain et Banda qui est un nouveau venu dans le milieu avec quand même beaucoup d'influence dans les sonorités de la part de Papa Zoé et Petit Pays. Bon, ce ne sont que des influences de toutes les façons, mais c'est bien puisque la musique de chez nous a besoin de s'enrichir. On va poursuivre ce programme avec les messages d'abord avant la revue des réseaux sociaux. Voilà, merci Sam. Donc, bonjour à vous sur le plateau. Moi, je n'approuve pas ce qu'a fait ce monsieur parce qu'on ne mêle pas les enfants dans des problèmes des parents. Je dis que ce monsieur doit rentrer s'occuper de l'éducation de ses enfants. C'est Beckham depuis Bafoussam. Pour rester là où il est, s'occuper des enfants. Voilà, cette femme a fait le bras de fer avec son mari. Elle est la cause de tout ce qui arrive aujourd'hui. C'est Julio Ledoux Kwekam depuis le quartier village. Ah non, je suis même surpris, l'homme. Quand il a même temps, on lui donne raison. Cet homme est tout simplement un irresponsable. Il aurait dû penser à ses enfants. C'est Sony depuis PK13. Vous n'avez pas encore vu. Le jour où vous allez rencontrer une femme qui vous met la vie dure, vous saurez. Ah bon? Mais en attendant, vous restez bien avec votre épouse. Hein, oui, moi j'ai la chance d'avoir une bonne épouse. Il y a des hommes qui n'ont pas eu cette chance-là. Voilà. Oui, la suite? Ça n'a pas de sens tout ça. Il y a des femmes qui font de la vie des gens des enfers. Et les hommes qui font de la vie des femmes d'un enfer. Pourquoi vous voulez tout ramener sur le plan de la parité? Le plan de la parité. Je vous dis qu'il y a des femmes qui mènent la vie dure à leur mari, qui ne respirent pas, ils ne vivent pas. Je suis d'accord, mais ça devient indécent. Mais Guy, ça devient indécent que lorsqu'il arrive dans un couple, que vous l'imputez à la femme. Vous ne pouvez pas vivre le stress chez vous et rentrer chez vous, être encore dans un bunker. Et quand c'est l'homme qui stresse? Chez vous doit être un asile de paix. Et quand c'est l'homme qui stresse? L'asile de paix doit être fait par les deux. Voilà. Donc, une femme qui chasse son mari et un homme qui abandonne ses enfants, tous deux sont condamnables pour les mêmes raisons, à savoir non-assistance aux enfants et division du foyer conjugal. Narcisse à Bonabéry. Et l'homme a le courage de divorcer. Oh, responsabilité partagée donc de la vie de Narcisse. Voilà. Le problème est de savoir qui forme les moniteurs. Si déjà les moniteurs sont recrutés simplement parce qu'ils ont juste reçu de l'Europe une voiture à double cabine et qu'ils savent juste faire bouger une voiture. Les statistiques prouvent que 80% des auto-écoles sont détenues par des agents du ministère de Transport. Voilà. Oui, le problème c'est que les délégués départementaux et régionaux savent les auto-écoles qui ne sont pas conformes. Ils se comportent comme les responsables de l'éducation nationale qui laissent les établissements scolaires qui ne sont pas conformes fonctionner. Donc les 2 ou 3 auto-écoles qui sont aux normes, on ne les laisse pas prospérer. C'est ça le problème. Bonjour, la dame a dit fais de ta vie ce que tu veux, donc il fallait qu'il attende après la rentrée et les fêtes de Noël, si possible, voir le meilleur ami du monsieur. Il fallait qu'elle attende après la rentrée ou les fêtes de Noël et si possible voir le meilleur ami du monsieur pour une réconciliation. Bref. Donc, Vous savez, son ami quand il vit.
J'ai composé l'oral, mon voisin de banc était absent, mais à la fin, j'ai répondu normalement à toutes mes questions. Après, le jury nous informe que celui qui n'a pas négocié peut rentrer. C'est alors que je m'aperçois que mon voisin de banc qui était absent a réussi. Pourtant, moi, j'ai échoué. Voilà. Et donc, ça de la responsabilité des autorités publiques, des transports. Voilà, donc j'ai entendu quelqu'un dire que l'homme est presque la principale cause des accidents, mais je pense que le manque de l'action gouvernementale aussi joue un rôle très important dans la provocation de ces accidents de la route. C'est ce que notre invité voulait dire, mais sans le dire de manière explicite. Il indexait le gouvernement, effectivement, comme vous d'ailleurs. Voilà. Le problème, c'est certains agents du ministère des Transports, soi-disant de la prévention routière, qui sont devenus plus que les policiers et les gendarmes en prenant de l'argent sur les usagers, même s'ils sont en surcharge. Jean de Balmayo. Alors, on fera comment pour vous... Excusez-moi, non, le message est très mal formulé. Évitez les abréviations, chers téléspectateurs, s'il vous plaît. Voilà, on va donc prendre une pause à nouveau avant d'aller prendre la revue des réseaux sociaux. Mais on signale à tous ceux qui nous regardent en Balmayo dans l'Union SO qu'ils font bien de regarder le Zénith sur Equinox Télévision. Voilà, c'est dans la région du centre. Bien sûr, on va donc aller, tendance maintenant, à prendre les réseaux sociaux. Voilà. Voilà, les réseaux sociaux, merci. Sam Sévérin Angon. Vous savez très bien que la journée d'hier a été très agitée du côté de la région du Nord-Ouest. Des bâtiments administratifs ont été incendiés à Kumbo. Il y a des manifestants qui ont donc mis le feu sur ces bâtiments administratifs dans cette ville de Kumbo, dans la région du Nord-Ouest. Et le préfet Simon Émile aurait même été blessé. Selon un communiqué du ministère de la Défense, MINDEF, daté du 4 septembre 2017, un gendarme en situation de légitime défense était sur une enquête de problèmes de stupéfiants. Il a tiré et tué l'un de ses agresseurs qui possédait des armes de fabrication artisanale, et les manifestants mécontents de cette situation ont mis le feu à ces bâtiments administratifs tels que peut le démontrer cette vidéo. Oui, tendance. Non, là c'est... Dis non à ça, j'ai mis stop au vandalisme. Alors, on parlait donc effectivement de situation explosive à Kumbo. On parle même de soulèvement populaire. D'après certaines sources, le préfet Simon Émile a été blessé grièvement. Des bâtiments administratifs incendiés, des renforts militaires sont attendus de ce côté-là. Alors, le pont reliant Kumbo à Bamenda a été coupé et les gars sont descendus et ont brûlé le drapeau camerounais pour hisser celui de l'Ambazonie. Alors, 5 morts comptés sur le carreau dans un premier bilan avec plusieurs blessés. Il y a d'ailleurs un communiqué qui a été rendu public à la suite de ces tristes événements de Kumbo. Alors, la question, Charles Armel, est-ce qu'il y a un lien entre ces événements et les personnes qui revendiquent sur le terrain de la crise anglophone pour qu'il n'y ait pas de rentrée scolaire? Sam Sévérin, vous savez, on a amorcé le premier pan, le deuxième pan, nous ne sommes qu'au troisième pan de la résolution de cette crise. Est-ce que le fait de la libération partielle a arrangé tout le monde? Il faudrait se poser les questions. Surtout qu'une zone comme celle-là, elle est encore sous tension véritable. Je pense que l'action de ce gendarme a été une action déplacée et je crois que c'est à ce niveau que la responsabilité du commandement, n'est-ce pas, du commandement militaire devrait être interpellée et indexée. Dieu merci que le ministère de la Défense et du secrétaire d'État aussi à la Défense, ils ont rapidement réagi en suspendant le commandant de cette unité dont l'officier... Est-ce que c'était ça la solution déjà? Pour le moment, oui. C'est une solution conservatoire pour le moment parce qu'il fallait résoudre ce problème. Je ne sais pas comment, dans une zone aussi tensionnée, vous pouvez vous permettre de lever, de sortir là et d'abattre quelqu'un dans une zone où vous savez que ça c'est une zone à risque, c'est un volcan endormi. Il aurait dû tempérer, en référer véritablement à son commandant
il y a des gens qu'on suit pendant des mois, des années. Pourquoi ne pas patienter, attendre que véritablement la paix revienne pour pouvoir se jeter là-dessus? Pourquoi fallait-il absolument tirer et abattre? Est-ce qu'il oui, c'est vrai, il s'est retrouvé dans une situation de légitime défense, mais est-ce qu'il a attendu les ordres? Est-ce qu'il a reçu tous les ordres nécessaires pour pouvoir poser l'acte? Donc il y a tout ça qui survient, et aujourd'hui, voilà une zone encore qui s'est embrasée. Le drapeau, d'où sortait-il le drapeau? Est-ce donc dire que toute la zone du nord-ouest, chacun dans son domicile, a un drapeau de l'ambazonier, qu'à la moindre revendication, moindre conflit, on doit ressortir ce drapeau? Donc ça repose encore que là, c'est l'instant où il faut véritablement s'asseoir tout autour d'une table et discuter. Mombok Mbengane, on signale aussi de ce côté des tirs à balles réelles, mais beaucoup plus de la part du BIR, indique-t-on, pour simplement de la dissuasion. Non, on ne peut pas tirer à balles réelles et parler de la dissuasion. Ça, c'est la répression pure et simple. Donc pour l'instant, on n'a pas les preuves des éléments concrets. Voilà, ils ont quand même tué. Si on avait tué, les forces de maintien de l'ordre savent qu'ils peuvent utiliser les balles en caoutchouc. Pourquoi n'utilisent-ils pas les balles en caoutchouc? Justement, s'il faut seulement disperser les manifestants. Sans le pouvoir en place ne veut pas résoudre le problème anglophone. C'est parce qu'il ne veut pas le circonscrire dans ses revendications normales. C'est-à-dire le régler à sa façon. Hein, non, on dit comme ça péremptoirement. Non, il y a des anglophones qui pensent comme vous et moi, c'est-à-dire qu'on doit être dans une république décentralisée. Il y en a qui le pensent. Il y en a qui estiment que oui, pour le moment, nous devons engager les discussions, y compris le fédéralisme. Mais il y a une infime minorité dont on connaît depuis 1961 qui n'est jamais venue dans la République fédérale, qui n'est jamais venue dans la République unie du Cameroun. Donc, il ne peut pas venir dans la République du Cameroun. Donc, quand on prête le flanc à cette minorité-là, on va faire comme si tous les anglophones voudraient être les ambazoniens. Non, du tout. Donc, c'est pour ça que je partage le point de vue de Charles Hamel. Vous avez les trafiquants de drogue que vous pouvez mettre un bémol en disant, comme c'est les trafiquants de drogue, on a commencé à cerner les mineurs, les gens, quitte à les prendre, je ne sais pas moi, par les infiltrations, ou même 6 mois après, parce que maintenant, sortir l'arme peut embraser la situation dont on a vécu. Le problème du drapeau, faire quoi dedans? Le problème du drapeau est dedans. Non, on condamne. Et les incendies et le fait d'essayer le drapeau, c'est des actes à condamner. Mais au-delà de la question liée aux sécessionnistes, on n'en parle pas. Bon, même ceux qui font des revendications pour le fédéralisme ou alors une certaine forme de décentralisation, est-ce qu'ils sont fondés tout de même à poser des actes graves? Ou alors, est-ce que ce débat a lieu d'être aujourd'hui pour qu'on demande au pouvoir de céder à cela, sachant que l'actuel président a été élu sur la base d'un régime portant sur l'État unitaire décentralisé. Donc, il est président de la République sur la forme de l'État qui est là en vigueur. Donc, lui demander de refaire le débat autour de ça, c'est quand même pas... Et justement, Sam Sévérin, moi, je me pose souvent une question. Qui est-ce? En principe, on est tous censés être francophones et anglophones. Parce qu'aujourd'hui, quand même, il y a... Tu as bien dit censé, mais on ne l'est pas. Oui, mais je veux dire sur la base de la logique, qui est anglophone, qui est francophone? Parce que, est-ce que c'est relatif à l'appartenance à une région ou bien relatif à la langue qu'on parle? Parce qu'aujourd'hui, je peux être du littoral, mais je parle anglais. Est-ce que je suis censé être appelé? Non, non. Voilà. C'est l'appartenance à une région. Donc, franchement, moi, je ne vais pas m'étendre dans des débats. Qu'est-ce que vous voulez dire ce matin sur le sujet? Je veux juste rappeler nos frères et sœurs à tout faire, mais que leurs actions aillent dans le sens de la paix. Parce que la guerre, le désordre, la violence, franchement, ça ne profite à personne. Tout ce qui se passe dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, ce n'est pas plaisant. Ce n'est pas plaisant parce que on a des enfants de ce côté-là qui ne vont pas à l'école. Mais on a des enfants aussi, bon, permettez-moi le terme, anglophones qui sont ailleurs, dans d'autres régions, qui vont pourtant à l'école. Donc ça, c'est une injustice parce que ça aurait été un peu plus considérable si tous les anglophones, entre guillemets, n'allaient pas à l'école. Mais parler comme ça, Megui, ce serait aussi faire comme si vous ignorez le problème. Il y a un problème, il y a une crise. Il y a un problème. Mais nous n'aurons pas, donc il faut chercher à la solution. Il y a un problème, il y a une solution à chercher. Il faut arranger ce problème. Je suis d'accord. Mais pour moi, je dis... Empêcher des enfants d'aller à l'école n'est pas la solution. Parce que quand ce problème sera résolu, supposons 2 ans après, 3 ans après, 4 ans après, parce qu'on ne sait pas jusqu'où il va aller, et que les enfants ne vont pas à l'école, dites-moi un peu,
Qui seront ceux qui seront les principaux perdants? Alors, ce sont ces enfants. Charles Amel, on termine par vous. La rentrée scolaire, malgré tout, elle est paralysée proprement depuis hier de ce côté, malgré le satisfecit émis par le ministre Ngale Bibeye à Kumbo, Mutengene, Kumba, beaucoup plus, 0 élèves aperçus dans les salles. À Downtown, Boya, 4 élèves seulement au lycée bilingue. Alors, on va faire le nouveau pointage jusqu'à ce mardi pour pouvoir et constater que vraiment rien n'a démarré là-bas. Oui, Sam Sévérin, c'est vrai que les faits attendus avec la libération des membres du consortium anglophone visaient forcément le retour, voilà. le retour de tous les élèves au niveau de l'école. Mais sauf qu'il est arrivé tardivement, ça il faut le préciser. S'il était arrivé 1 à 2 semaines plus tôt, je pense qu'on aurait mis toutes les batteries, ils auraient, c'est-à-dire ces membres du consortium auraient mis toutes les batteries qu'il fallait pour pouvoir amener les enfants à l'école. Mais on les a libérés un peu tardivement, se disant que l'émulsion, la joie, l'émotion que cela devait faire, devait les pousser. Pendant ce temps, il y a 2-3 semaines, beaucoup de parents dont les enfants étaient encore dans le nord-ouest et le sud-est ont déplacé leurs enfants, qui pour le littoral, pour inscrire dans les zones de Douala, Bonassama, un peu partout, il y a des écoles anglophones, qui pour les zones de Bouddha, Bansoua, Bafoussam. Je vous assure aujourd'hui que j'ai discuté avec 5 proviseurs et responsables d'établissements qui m'ont dit ils sont saturés parce que les anglophones arrivent en masse de toute la zone du nord-ouest, ils viennent se faire inscrire, on risque d'avoir des salles de classe, des surcharges en salles de classe. Vivement que le ministère essaie de voir ça parce que les professeurs commencent à craquer dès le premier jour de la rentrée. Pendant que les salles se vident d'ailleurs et se remplissent d'un autre côté, comment est-ce qu'on devait essayer de procéder par un balancement? Je crois que c'est à ce moment véritablement que le ministre qui se félicite, lui devait faire le chemin inverse, c'est-à-dire aller là où on a inscrit les enfants en disant non, la situation est rétablie. Nous du ministère, les 1 milliard ou les 2 milliards que le chef de l'État a donné, nous inscrivons gratuitement tous les enfants dans cet établissement scolaire. Au moins on aurait compris que cet argent aurait servi à quelque chose. Voilà, donc tout se passe finalement comme si la rentrée était un enjeu important simplement pour que les gens démarrent, indépendamment du contenu des enseignements ou alors de tous les autres problèmes connexes qui sont rattachés à l'école au Cameroun pour toute l'année durant. Là-dessus, on semble vouloir prendre des mesures cosmétiques avec beaucoup de folklore aussi dans le genre de ce qu'on a vécu hier au lycée Leclerc à Yaoundé avec le gouverneur de la région du centre qui est descendu pour dire voilà, la rentrée est effective. Non, il faut dépasser ce type de clichés et aller regarder les choses dans le fond au-delà de tout ce saupoudrage-là. Il y a un problème, il faut aller le toucher du doigt. La deuxième information, madame. Voilà la deuxième information relative au sport. Hier, les Lions Indomptables ont rencontré en match retour les Super Eagles du Nigeria et le match s'est soldé par une parité, donc 1-1 de chaque côté. Mais le sort est scellé pour les Lions Indomptables du Cameroun, donc ils ne participeront pas à la Coupe du Monde en Russie, la prochaine Coupe du Monde en Russie. Les internautes tels que vous pouvez, les Camerounais, pardon, tels que vous pouvez le voir à l'image sont dépassés. Alors l'image, elle est bien du stade omnisport du mardi hier à Madoïde. Oh, ça veut dire qu'il y avait quand même du monde. Il y avait du monde, il y avait du monde. Beaucoup de Nigérians aussi, la population nigériane qui était estimée à près de 500 pour venir soutenir leur... Voilà, merci. Joueurs. Alors, on va tirer les conclusions, sauf que cette élimination, elle fait moins mal que celle de 2005 pour la Coupe du Monde 2006. Lorsque Pierre Womé avait raté le penalty, et là moi j'étais en position commentateur, je me rappelle bien, ça nous avait fait très mal parce qu'on revenait de la Côte d'Ivoire, on rayonnait d'une belle victoire, et puis à Yaoundé, patatras, là c'était un deuil national. Mais hier, il me semble que c'est pas trop grave quand même, c'est ce que vous dites. C'est même pas, c'est même très bien Sam. C'est même une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle pour moi Sam, parce que ça arrive, sur le plan technique, nous sommes mis out. Sur le plan administratif et politique, je dirais même diplomatique, la FIFA et la CAF nous ont mis out. Ça veut dire que nous n'avons pas de fédération là, dans l'équipe dirigeante de la fédération. Donc, les dieux nous ont mis dans une situation de reprise, de remise à niveau si nous voulons, de mettre en place les bases maintenant pour impulser un mouvement sportif. Là, c'est une très bonne chose. Mais est-ce que nos dirigeants politiques et administratifs vont-ils comprendre ça de cette manière, Sam? Je ne pense pas. Donc c'est maintenant où on doit donc s'asseoir et remettre tout en œuvre et en selle pour un nouveau départ. Rendez-vous compte que pendant longtemps, l'Égypte même a gagné plus de, je pense, 7 Coupes d'Afrique.
Et l'Égypte avait dit non à la Coupe du Monde, ça ne l'intéressait pas. Même en 2006 dont vous parlez, vous avez vu, l'Égypte qui était d'ailleurs champion en titre, en Afrique, ça ne l'intéressait pas. En 2005, lors de ce match, il y a eu des débordements, des émeutes même. Hein. À la sortie, on a eu de la peine à sortir du stade. Mais voilà, parce qu'on nous a mis comme un téléspectateur, on nous a amené dans le divertissement. Voilà. Ce qui est même, je veux dire, ce qui peut être constitué de fondamental dans le football, on nous a éliminé cela. C'est-à-dire, un enfant qui choisit d'être footballeur à 8 ans, il ne peut pas devenir footballeur, précisément parce qu'il n'aura pas l'encadrement qu'il faut pour devenir footballeur. Voilà, Charles Armel, on peut questionner l'attitude de l'entraîneur. Bon, des observateurs pensent qu'il a vu juste qu'en indexant spécialement deux de ses joueurs au passage, Bassogog et Aboubakar, sur l'attitude de cet entraîneur. Non, Sam Sévérin, je crois qu'il a filmé là véritablement son incompétence, même si quelque part il a eu... Ce qu'il a dit n'est pas vrai. Non, mais Sam Sévérin, qui était le maître du jeu à ce moment? C'était lui le maître du jeu pendant que ça se jouait. Il avait la possibilité de régler l'ensemble des défaillances. On ne met pas les convoquer. On ne met pas les convoquer. C'est avec le Bassogog est un joueur prévisible désormais. Au Nigeria, ils nous ont dit que la Chine était loin, le voyage pénible, décalage horaire et tout. Que nous ont-ils dit? Quel va nous servir pour hier? Moi, je pense qu'il était bien. Pour la première fois, les 6 ont dépassé le Cameroun. Vraiment. Il y a les Camerounais, le 6 ça montait, 6 ça descendait. Vraiment, je crois qu'à ce niveau, comme Bombo l'a dit, je suis plus que fier. Et je profite pour féliciter le futur président du comité de normalisation qui a reçu la bénédiction secrète de Eto Nditap et Rigobertson, dont Jojo. On dit que c'est lui. Vous le connaissez déjà. On a dit que c'est lui. Donc, il a le soutien du comité secret implémenté par Bidou. Voilà, le fameux 384. Ce qui m'énerve pour le match là hier, c'est comme si l'arbitre avait un problème avec les Camerounais. J'espère que les autres matchs vont bien arbitrer. Parce que tel que les Nigériens ont bien joué, notamment. Je ne refuse pas, mais l'arbitre, je ne sais pas s'il avait un problème avec les Camerounais. Si l'arbitre attend, peut-être que les Camerounais gagnaient. J'ai bien vu le match. Vous qui croyez qu'ils ne regardent pas, j'ai bien regardé. Et je sais que l'arbitre, c'est Gambien. C'est ce que ça c'est. Zambien, non? Zambien. Arbitre Zambien. Ce que tu voulais faire hier là, ne fais plus ça pour les autres matchs. Le Cameroun va rentrer, ça ne m'énerve pas. Un match où on gagne ou on perd. Le tout, si ça ne m'énerve pas. Avant, ça m'énervait. Mais Guy, on a pris part aux 2 dernières Coupes du Monde. En Afrique du Sud, on était avant-dernier. Je me rappelle, le dernier match au stade Loftus de Pretoria en Afrique du Sud contre le Danemark, on avait l'espoir. Mais on est bel et bien sorti avant-dernier, avant de se faire laminer encore, je crois, par les Pays-Bas. Au Brésil, rebelote la déculottée. Donc forcément, la prochaine Coupe du Monde ne devait pas être un objectif atteignable à tout prix pour nous. Et d'ailleurs, Hugo Bross l'a dit, que ne pas participer à la prochaine Coupe du Monde n'est pas aussi dramatique que ça. Donc peut-être que c'est une bonne chose aussi. Ça donnera peut-être l'occasion aux Lions indomptables de mieux se préparer pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et à nos finances publiques de souffrir un peu moins, parce qu'on a beaucoup gaspillé de l'argent lors de ces campagnes. Tout à fait, surtout qu'on n'est pas sûr de ramener quelque chose d'efficient. Donc tant mieux se consacrer véritablement à la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, tous les budgets colossaux qui sont généralement dégagés en ces occasions-là, il n'y en aura donc plus pour 2018, et avec toute la batterie d'administrateurs, des fonctionnaires des différents ministères jusqu'à la présidence qui remplissent les avions pour faire ces déplacements-là avec d'importants frais d'émission, y compris leurs accompagnateurs, copines et copains des quartiers. Voilà, il n'y en aura pas, c'est terminé. Il faut remettre tout à plat en attendant que le football camerounais puisse renaître de ses cendres. Qui fait le buzz sur la toile, c'est un tweet publié par un service d'actualité de la République populaire démocratique de la Corée, donc le compte Twitter DPRK News Service, qui avertit les Nigérians de cesser les moqueries sur Kim Jong-un ou faire face à de lourdes conséquences. Donc il faut dire que la Corée du Nord et son chef ont été des vedettes de l'actualité mondiale ces dernières semaines à cause de leur programme nucléaire, le plus récent étant son test réussi d'une bombe à hydrogène que de nombreux leaders mondiaux ont condamné. Cependant, aucune référence n'a été donnée à la prétendue moquerie du leader nord-coréen par les Nigérians. Mais le tweet avait généré beaucoup de commentaires sur Twitter des Nigérians qui se sont plus amusés de l'avertissement. Donc les internautes ont souri et en même temps certains ont pris cette information très au sérieux et disent qu'avec Kim Jong-un qui est
quand même taxé de quelqu'un d'assez dangereux, parce qu'il joue avec les bombes, les missiles et tout ça. Il faut faire attention à ce genre de menaces. Voilà, il a reçu le soutien hier de la communauté internationale, je veux dire la Russie et la Chine, hein, parce qu'au Conseil de sécurité, on n'a pas pu voter une résolution portant, on va dire, décision d'attaquer la Corée du Nord aujourd'hui. Malgré toutes les menaces que les Américains ont proférées en sa direction, je crois qu'il continue dans sa provocation et jusque-là, est-ce qu'on peut s'attendre à une guerre américano-coréenne, Mbombok? Oui, avec le président américain actuel, je pense qu'il peut frapper la Corée du Nord. Mais sauf qu'il utilise, depuis 2011, les Américains utilisent un terme qui ne sied pas à ce qui se passe. Ils appellent les autres États les États voyous. Alors que depuis que l'humanité existe, il est le seul État qui a utilisé la bombe contre le Japon. C'est le seul État qui a utilisé. Mais il traite les autres États d'États voyous. Voyez donc, et c'est la peur, en réalité, pense que la Corée du Nord peut envahir la Corée du Sud, ou peut-être être une menace pour le monde entier, mais il ne l'a jamais dit. C'est la même chose qu'ils font pour l'Iran. Or, qui dit que, et ils ont d'ailleurs inventé un vocable disant la guerre préventive. On pense que parce que la Corée du Nord est entrée dans le nucléaire, c'est qu'il faut tout détruire pour. Alors qu'eux, ils ont utilisé, la France même a utilisé le napalm en pays bamliké. Ici, contre les maquisards, on ne l'a jamais traité de pays voyous, mais eux traitent les autres d'États voyous. Donc en réalité, moi je pense que chaque pays devrait avoir développé son nucléaire, y compris le nucléaire militaire. Donc vous êtes du côté de Kim Jong-un? Je suis du côté de Kim Jong-un. Il faut développer, comme ça on attire de respect. En réalité. À quoi joue la Russie et la Chine à chaque fois qu'on doit condamner un dictateur comme la Syrie de Bachar al-Assad, les Russes et les Chinois sont toujours derrière? Il n'est pas un dictateur, il est dictateur de la part des médias occidentaux. Ouais. Est-ce qu'on vous a dit que les Coréens du Nord souffrent de quoi? Ils ne souffrent pas. Au contraire, aux États-Unis, ils ont appelé les pauvres là-bas les marginaux, c'est-à-dire les gens qui ne veulent pas s'enrichir, alors qu'il existe à Washington des quartiers où il est même interdit aux policiers d'entrer. Or, il y a des no man's land aux États-Unis. Pourquoi n'arrive-t-on pas donc à réguler tout chez eux qui se disent démocratiques et tout? Alors, Charles Amel, la puissance du bouton du nucléaire, détenu par la plupart des chefs d'État occidentaux, y compris asiatiques aujourd'hui, est-elle une menace en direction des pays du Sud que nous sommes? Parce que même Emmanuel Macron, quand il rentre à l'Élysée, il a le pouvoir d'activer la bombe en direction de n'importe quel pays au monde. Alors, Sam Sévérin, ça démontre justement que pendant longtemps, la plus grosse guerre qui a été menée n'a été qu'une guerre de communication. Elle n'a pas été une guerre d'affirmation, une guerre de vérification, pour le dire. Rappelons-nous du cas de Saddam Hussein, lorsqu'on a annoncé, non, les forces ont traversé, ils ont pris Bagdad et tout, pris de panique, Saddam Hussein s'est livré et vous connaissez ce qui est arrivé. Je crois qu'aujourd'hui, la Corée du Nord, qui recevait encore l'aide du Cameroun à une certaine époque, lorsqu'on était pays en voie de développement, aujourd'hui a démontré qu'en se fermant sur elle-même, en essayant de mettre toutes les batteries en œuvre, elle pouvait réussir. La preuve, les meilleurs individus qui ont reçu les plus belles et les plus grandes formations sont ces ingénieurs, ces experts de la Corée du Nord qui sont allés acquérir le savoir dans tous les autres pays environnants. Ils ont fait de la géographie, parce que pour mener une bonne guerre, il faut maîtriser la géographie, il faut maîtriser l'histoire et il faut maîtriser les techniques de défense. Et je crois qu'aujourd'hui, quand Kim Jong-un s'exprime, lui-même précise qu'il a pris le temps de maîtriser, il connaît, et pour lui c'est un jeu, il joue sur la forme de jeu. Et je pense qu'à ce niveau, les Américains redoutent une chose, parce qu'il n'a pas encore sorti son joker. À présent, il ne parle que des choses futiles, il rit, il s'amuse. Au fond, s'il avait le destructeur magique, comme lui-même le dit, s'il le possédait, aujourd'hui les Américains ne parviennent pas à pénétrer en Corée du Nord, qui est véritablement fermée. Aucune mission des États-Unis ne pourra rentrer parce qu'ils se sont fermés véritablement. Le développement est auto-centré, participatif et de l'intérieur. Raison pour laquelle, lorsque vous attaquez un Coréen du Nord, vous vous attaquez à leur leader éclairé, vous avez attaqué la Corée du Nord. Raison pour laquelle ils ont fait cette réaction. Et je pense que le Nigeria ou les Nigériens devaient prendre cela très au sérieux parce qu'ils ne s'amusent pas. La preuve, il a fait le premier texte
au vu du refus, du mépris même des États-Unis. Donc je pense qu'on n'est pas loin d'une éventuelle guerre. Moi, je suis contre. Je suis contre lui et je suis sûr que Tendance est avec moi. La guerre n'apporte rien du tout. Ça n'apporte que destruction. Voilà que faire des démonstrations de bombes nucléaires et tout ça, là, bon, ça peut dégénérer en une autre guerre mondiale. La guerre ne peut même pas nous rassembler. Voilà, la guerre détruit. Quand ça détruit, même pour rassembler encore, c'est les problèmes. Comme tu disais là, ça même ce qu'il voulait me dire, moi, pour Richard Lamel, on tout dit. Je crois que c'est l'interpellation que veut parler. Pour moi, que j'avais dans mon cœur, vous deux, vous avez épousé. Justement, parce que ce sont des menaces, Megui, en forme de démonstration de force. Mais est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de vouloir forcément se mesurer aux Américains pour dire que nous sommes quand même aussi à votre niveau? Parce que jusque-là, moi, je dois féliciter l'attitude de Trump, qui est resté quand même assez patient jusque-là, parce qu'on se serait attendu à ce qu'il fasse aussi activer toute la force, même s'il l'a déclaré hier, ils sont en mesure d'utiliser toute la gamme des possibilités qui sont en leur disposition. C'est ça, c'est la politique, dommage, hein? C'est la politique mondiale qui voudrait que les gros poissons mangent les petits poissons et chacun devrait se prémunir parce que de l'arme la plus dangereuse pour pouvoir asseoir son hégémonie. Mais à quoi ça sert tout ça, franchement? Tout ça, mais pour l'instant, les Américains n'ont jamais dit qu'ils vont attaquer quelqu'un de toutes les façons. Parce que je ne sais pas quoi. C'est de montrer justement qu'on est le plus fort. On est le plus fort. Quand on parle de première puissance économique, quand on parle de première puissance militaire, c'est en fonction de quoi? C'est en fonction de toute la logistique de... Que vous levez la tête, on tire. On tire. Donc ça veut dire que nous sommes les plus puissants, donc ne vous amusez pas. Et ça a un enjeu même sur les débats politiques. Ça veut dire que quand il y a la Corée du Nord désormais devra demander quelque chose aux USA, ils auront la légitimité, tout le zèle de le faire. Or, si vous venez faible devant les USA, vous allez avoir quel argument? Et l'autre problème, c'est qu'Israël a une bombe atomique et on n'en parle pas. Pourquoi on n'en parle pas, précisément? Mais parce que Israël est seul une bombe atomique et que les autres pays n'en ont pas. Moi, ce que je veux dire, c'est que lorsque vous voyez la Russie et la Chine s'inscrire dans la logique d'un autre membre comme la Corée du Nord, rassurez-vous, ils ont toutes les informations nécessaires, ils savent de quoi est-ce que la Corée du Nord est... On verra bien ce que ça donnera prochainement, merci beaucoup. On espère que les Africains, eux aussi, vont essayer de développer des stratégies de protection en matière militaire pour se prémunir d'éventuels attaques. En Europe, on réfléchit comment aller sur Jupiter. Chez nous, on va cueillir le vin blanc encore avec la corde. Très bien, justement, des bombes. Je pense que là, je vais interpeller d'abord tous les Camerounais, ensuite nos forces de l'ordre. Parce que j'estime qu'on peut être pauvre, mais rester digne. Voilà la CAN qui arrive en 2019. Il faudrait qu'on change quelque peu nos comportements. Que nos forces de l'ordre combattent ce phénomène de 3 personnes sur une moto. Quelle image nous allons présenter aux étrangers qui vont visiter notre pays? Et j'estime qu'il y a des mesures qui ne nécessitent pas forcément beaucoup d'argent. Que par exemple le DGSN interdise à nos policiers de se retrouver à 3 en tenue sur une moto. Ils doivent prêcher par l'exemple. Mais sinon, ces comportements qu'il faut changer concernent tous les Camerounais. Voilà, notre compatriote estime qu'on n'est pas en mesure de recevoir des étrangers avec les habitudes qu'on a chez nous, tendance avec les motos qui bâchent. C'est même dans légalisé par tous les benzineurs. Tu ne peux pas emprunter une moto sans que parfois, tu empruntes la moto, tu es seul, le benzineur dit, quand il roule, il dit bâchement de côté, et tout le monde sait que c'est ça. Même les policiers au départ, les hommes maintenus ont dit que non, le gouvernement a dit qu'on ne doit pas bâcher. Eux-mêmes, ils bâchent, ils sont des bâcheurs. L'affaire de bâchement, s'il y a au moins 4 personnes sur la moto, il a dit 3 personnes, mais il ne voit pas bien. Papa, il y a même 4 personnes, parfois 5 personnes sur une moto. Tout ça pourquoi? Quand il y a même accident, même le benzineur qu'on a même pu esquiver. Donc si c'est pour ça, c'est dans notre sang. On sait que
Si on sort pour à quoi de la maison le matin, si on habite peut-être au Grand Moulin, on dit à quoi 200 le bâtiment. Ou encore tu peux négocier 150 francs, mais mets dans ta tête qu'il y aura le bâtiment, même 3 personnes, et tu assumes. Même bâtiment, il y a les pickpockets sur les motos. Les gars même qui t'agressent derrière, tu ne sais même pas avec que tu bâches. On bâche même avec les démons. Sans savoir. On prend une seule réaction avant notre partenaire sur le sujet quand même. Peut-être qu'à l'approche de la CAN, on peut prendre une mesure visant à interdire les motos, hein, comme on a fait avec les vieux taxis. Impossible. C'est parce que... Impossible. Je vous assure que ce sera impossible. Interdire les motos pendant la CAN, pendant que... Le bâchement même. Ils vont interdire comment? Ils vont les recaser où? C'est impossible. Puisque le compagnon a parlé de force maintien de l'ordre, n'oubliez pas que la mototaxi ont tabassé un commissaire. C'est impossible. Voilà. On va gérer la CAN avec les mototaximens et les touristes seront contents de monter sur les motos. Alors, ils vont même faire des reportages. Voilà. J'avais eu à commettre des propositions que j'avais adressées aux délégués de la communauté urbaine. Je ne sais pas s'ils les a reçues ou c'est devenu lettre morte. Il fallait qu'à tous les carrefours, qu'on poste la police municipale, que tous les bensikinas qui veulent prendre le sens interdit, le sens contraire, que la moto soit saisie, parquée au moins pour 1 heure ou pour 30 minutes avant de la restitution. On n'embarque pas, mais on les pénalise pour 30 minutes. Sam Sévéran, si on ne parvient pas à réglementer l'activité des mototaxis, vous pensez que c'est les bâtiments que vous allez interdire, vous ne pouvez pas empêcher. Regardez que le pont s'est écroulé du côté de Yassa. Là, au niveau de Yassa, là où le pont s'est écroulé. À peine le pont s'est écroulé, on était en train de réaménager, que vous avez des bensikinas qui peuvent passer sur le béton. Sur le béton, on est en train de réaménager, ils veulent rouler dessus et ils sont prêts à bagarrer avec les ouvriers. C'est pour dire jusqu'à quel degré la mentalité de Bensikina s'est transformée en fumée de chambre. Donc il faut qu'on les ramène, et pour les ramener, il faudrait que la police municipale joue pleinement son rôle. Merci beaucoup. On prend donc à présent notre partenaire de tous les mardis et jeudis, Africam Shopping. Africam Shopping Complexe, la beauté africaine. Spécialement fait à base de sel de mer, du miel et du collagène, enrichi avec orange, tomates, carottes, lait et d'autres vitamines recommandées pour la peau africaine, la gamme SR Carambola Spa élimine toutes les impuretés de la peau, protège la peau contre les infections, lutte contre la fatigue générale, revitalise la peau, rajeunit le corps, élimine les mauvaises odeurs, vous redonne une peau de bébé. The best from nature and truly natural. SR Carambola. La gamme SR Carambola Spa est vraiment magnifique, je vous assure. Vente en gros et en détail. Africam Shopping Complexe, la beauté africaine. Oui, bienvenue, bonjour à vous, Simone Coco. Bonjour monsieur Sam Sévérin Ango, bonjour chers toutes et chers tous. Bienvenue dans la Minute Africam Shopping Complexe International, la maison par excellence du bien-être, un complexe multiservice spécialisé bien sûr dans l'esthétique et cosmétique générale à travers des produits de beauté 100% naturels pour redonner de l'éclat à votre peau. Perte de poids et dégraissage grâce aux produits été amincissants 100% naturels permettant de vous assurer une bonne silhouette. On parle également d'harmonie du couple à travers ces gammes de toilettes intimes pour hommes et femmes responsables pour un tout petit peu sucrer l'amour. On n'oublie pas le massage à travers des produits et appareils ultra professionnels à infrarouge pour une meilleure détente et relaxation. La révolution vous la porte ce matin, mesdames et messieurs, chez vous. Il s'agit bien sûr de notre Vibro-Shaper double action avec chauffage double efficacité. Avec ce révolutionnaire Vibro-Shaper, fini le gros ventre, fini les vergetures, fini les méthodes traditionnelles et leurs effets indésirables. On remarque les plis par exemple sur le ventre ou encore l'évacuation incomplète du sang. Ce Vibro-Shaper vous assure sans aucun effort 100% de résultats et bien sûr une silhouette
assurée. On parle également de purification sur ce plateau et cela se déroule à travers la consommation de notre délicieux thé, l'Indian Senti. Il permet de nettoyer le foie, nettoyer les reins, prévient contre le cancer, le diabète, lutte également contre la fatigue et surtout redonne le désir à tous les hommes et à toutes les femmes. Ce délicieux thé dont nous permet de dévoiler sur ce plateau aujourd'hui notre joker, le secret à tous les hommes. Il s'agit de cette magnifique gamme, un savon intime qui permettra d'assurer la propreté intime de l'homme, à chasser les infections, les impuretés, les mauvaises odeurs. En plus de cela, le petit plus magique associé à ce gel donc, il permettra de redonner à l'homme toutes ses formes en longueur et en largeur. Avec cette magnifique gamme, mesdames et messieurs, on vous assure, l'homme, c'est l'homme. Les femmes ne sont pas épargnées sur ce plateau. Elles ont leur savon intime. Il s'agit bien sûr du Femtag et du Virginity Soap, des savons qui ont les mêmes propriétés, protéger la femme des infections, des impuretés, protéger des mauvaises odeurs, surtout en période des règles parce que les femmes en souffrent. Et le petit bonus également, resserrer les muscles intimes pour plus de plaisir lors des différents rapports. On termine donc avec l'exception sur ce plateau aujourd'hui. Il s'agit de ce produit qui justement sera distribué aux 30 premières personnes inscrites parce que le stock il est très limité. Il suffit tout simplement de vous enregistrer et ce produit donc associé au Slimming Capsule permettra une perte de poids 100% efficace sans effet secondaire ni risque de reprise. Notez bien, 30 personnes, pas plus. Alors ces produits, vous les retrouvez bien sûr dans nos différentes agences. Nous sommes à Cotonou, au Bénin, derrière le stade de l'Amitié. Nous sommes à Lomé, au Togo, immeuble City Motors. Revenons au Cameroun, nous sommes à Douala, Bépicité, derrière la Totale, en face paroisse Rizois. Vous empruntez le chemin qui mène vers l'hôpital protestant. Nous sommes à Yaoundé, face garantie voyage Sam. Et justement, très prochainement à Bamenda. Et pour les codes d'accès, vous avez le 677 42 11 01, le 654 54 23 23. Les distributeurs, les clients, vous nous appelez. Un accueil chaleureux vous attend. Rendez-vous donc à African Shopping Complex International des Sky of Wellbeing. Merci. Merci beaucoup. Travail les African Shopping Complex, la beauté africaine. Smart Wonder Core, appareil de sport qui vous permet de moduler le corps, travaille les abdominaux, la musculation, améliore la silhouette. Il vous permet de garder la forme et une bonne circulation sanguine. Smart Wonder Core, bon pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller dans les salles de sport et de gym. Il redessine les différentes parties du corps avec des exercices simples. Smart Wonder Core, notre ami pour une bonne silhouette. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Voilà, merci. Nous amorçons la dernière ligne droite de ce programme. À propos du comité de normalisation à mettre en place, ne vous fiez pas du tout aux informations de Charles Armel. Prenez-les au premier degré avec beaucoup de pincettes en attendant toute confirmation qui interviendra dans les prochaines heures, on peut le dire. Mais il est tout aussi bien introduit, donc ça peut être le cas qu'il s'agira bel et bien de Joseph-Antoine Bell comme nouveau président de ce comité de normalisation. Bon, on espère que les gens de la FIFA et de la CAF ne feront pas comme les chefs de l'État camerounais. Lorsqu'on commence à ébruiter des nominations, eh bien, ils changent d'avis. Voilà. Est-ce qu'on a un message avant la suite? Oui, on a Narcisse de Bonabéry qui nous dit Kim Jong-un n'a jusqu'ici utilisé ses missiles contre un pays, les États-Unis, veulent tout simplement envahir la Corée du Nord et piller ses ressources, comme ça a été le cas en Ukraine, en Irak, en Syrie, bref, détruire tous les pays qui entretiennent des relations internationales avec le bloc communiste. Tout à fait. Oui, c'est ça. Vous approuvez alors? Oui, c'est ça. Sinon, pourquoi on ne demande pas à Israël de détruire? Mais pour l'instant, c'est la Corée du Nord qui fait ses démonstrations. Donc, oui, pour leur dire que je peux lancer un missile qui peut dépasser le Japon, qui a survolé le Japon, on va dire que c'est bon. Voilà, Mawamba, depuis Chang, le plateau, bonjour le plateau, certains malheurs feront du bien au Cameroun. La défaite des Lions doit leur permettre de mieux se préparer pour la CAN 2019.
et de l'emporter. En fait, des vrais. Sinon, on a les dirigeants qui pensent que le football peut peut être une industrie au Cameroun. Le problème, c'est certains agents du ministère des Transports, soit disons de la prévention routière, qui sont devenus des policiers et des gendarmes en prenant de l'argent aux usagers, même s'ils sont en surcharge. Jean de Mbalmayo, il nous dit également à propos des émeutes à Kumbo, le gendarme doit se défendre car l'arme artisanale tue aussi. Oui, là c'est vrai, mais là le gendarme n'apprécie pas la situation, ce n'est pas bien. Que vaut alors le trafic, la lutte contre le trafiquant maintenant au moment où on veut ramener les gens dans les écoles et tout. C'est vrai aussi qu'il ne faut pas brûler. Par exemple, tous ces dossiers administratifs, les citoyens qui sont à Kumbo, lorsqu'ils iront demain chercher, je ne sais pas moi, les duplicateurs de leur acte de naissance, ils feront comment? C'est pas bien de brûler. Ok, très bien. On va aller prendre le prochain partenaire, voilà, qui doit pouvoir se placer pour évoquer la promotion en cours durant ce mois concernant la vente de tricycles et motos d'origine chinoise de la marque Lifan et Nanfang. On parle bien de Grand Bazar et pour nous aider à en comprendre davantage, monsieur Consti Lamine, bonjour. Oui, bonjour Sam Séverin et bonjour à nos nombreux téléspectateurs de l'émission 10-12 de Zénith. Et surtout, merci déjà à tous les clients du concept Salaka de la société Grand Bazar Sarl qui offre encore en cette belle journée du mardi 5 septembre 2017 de véritables promotions et surtout des prix les plus bas en matière de moto et de tricycles. Alors tout d'abord, je tiens déjà à remercier et à dire un bonjour particulier aux parents du concept Salaka, le président Arnold Etekimota Jazz, qui est d'ailleurs un grand client du magasin Grand Bazar parce qu'il a acheté 2 motos en ma présence ce samedi du côté bien sûr de la direction générale de Grand Bazar. Merci président de soutenir le concept Salaka. Alors ce matin, je m'adresse à tous les téléspectateurs, je m'adresse bien sûr à tous ceux-là même qui ont besoin d'une moto de qualité, à tous ceux-là même qui ont besoin bien sûr d'un tricycle de qualité, plus besoin de regarder de gauche à droite, de chercher de midi à 14h. Retenez qu'aujourd'hui, l'un des moyens de transport le plus sûr, le plus rapide, c'est bien entendu la moto. Parce que la moto ne connaît pas les embouteillages. La moto Lifan Turbo ne connaît pas les mauvaises routes. La moto Lifan Turbo ne connaît pas ce qu'il y a comme, c'est-à-dire mauvaise qualité de route, mauvaise qualité de ceci, cela. Non, les motos Lifan Turbo sont les motos de nouvelle génération et vous les retrouverez dans toutes les agences Grand Bazar à moins de 400 000 francs. Une moto Lifan Turbo. Et parlant bien sûr des motos, chers téléspectateurs, je tiens à vous rappeler que le stock des motos est en train de s'épuiser. Donc, il n'y a plus assez de motos parce que nous sommes à 3 semaines de la promotion. C'est tout le monde qui court dans les agences Grand Bazar pour acheter cette moto Lifan Turbo à moins de 400 000 francs. Et il faut rappeler également, quand vous achetez une moto Lifan Turbo, vous avez droit à un gros casque de sécurité comme ce qu'il y a sur la tête. Vous avez droit à un manteau, à un choisible et bien sûr à un parapluie. Et vous avez également droit à une participation directe à la grande tombola qui vous permet de gagner une seconde moto Lifan Turbo. On va également parler ce matin des tricycles. Ah ben oui, parce que là, c'est de plus en plus appelé aujourd'hui les véritables mini camions. Ah ben oui, on peut d'ailleurs apercevoir quelques éléments sur l'écran ce matin. J'ai dit bien des mini camions qui sont des tricycles Lifan et des tricycles Bazar. C'est des tricycles de nouvelle génération. C'est des tricycles qui sont dotés d'un moteur 200 cc. Ah ben oui, avec bien sûr des roues solides, des roues, c'est-à-dire des grandes roues, et bien entendu une roue de secours. Quand on achète une moto, un tricycle Lifan Turbo, on bénéficie de plusieurs avantages qui seront communiqués tout à l'heure, tout en restant encore dans les caractéristiques. On peut d'ailleurs apercevoir à travers l'écran quelques échantillons de nos tricycles Lifan Turbo qui sont vendus à moins d'1 million de francs. Ah ben oui, je dis bien 1 million de francs. Vous donnez 1 million de francs, on vous rembourse 100 francs. Il y a toujours la monnaie. Ça, je vous le rappelle. Et parlons toujours de cette tricycle Lifan Turbo. Cette tricycle ont la particularité d'avoir un gros pont
doté bien sûr d'un booster. Et le gros pont est dans cet élément-là qui permet à notre tricycle de transporter jusqu'à 2 tonnes de marchandises, pour ne pas dire 126 casiers de bière ou alors 40 sacs de ciment. Nous interpellons toutes les entreprises qui font dans la livraison, dans le déménagement, dans le transport des marchandises et colis, de courir rapidement dans les agences Grand Bazar qui vous permettent, comme je l'ai si bien dit, chers téléspectateurs, d'acheter un tricycle de qualité supérieure, un tricycle neuf avec 6 mois de garantie, vous l'avez bien entendu, à moins 2 millions de francs, à savoir 999 900 francs. Et quand vous achetez un tricycle Linfan, on vous donne directement en bonus des éléments suivants. Vous avez d'abord droit à une roue de secours. Quand on sait qu'une roue de secours, pour l'avoir, vous devez dépenser au moins 70 000 francs, mais la société Grand Bazar vous donne une roue de secours John. On vous donne également, à côté de la roue de secours, vous avez droit à un gros casque de sécurité comme celui-ci. Vous avez droit à un manteau, vous avez droit à une manivelle, vous avez droit à un cric et bien entendu plusieurs autres lots qui accompagnent l'achat de votre tricycle. Sans toutefois oublier la grande tombola qui vous permet de gagner directement plein d'autres lots ou alors de gagner une moto Linfan Turbo quand vous achetez également votre tricycle dans toutes les agences Grand Bazar. Et je ne saurais partir ce matin sans m'adresser à tous mes amis de Kumba, de Tiko, de Boya, de Moutengere, donc any man come for Grand Bazar. You want buy a moto Linfan, you want buy a tricycle Linfan, don't just go not just for Grand Bazar, nobody need kind of moto, because I don't see people man they buy moto today, after 2 days, the moto de sport, il get AVC. Donc terminez l'AVC, donc rendez-vous directement dans toutes les agences Grand Bazar du Cameroun. Voilà, je dois ajouter à votre suite que les matériaux en promotion disposent d'un autre avantage, hein, c'est-à-dire un service après-vente en permanence durant toute la durée, mais il a également toute une batterie de pièces de rechange, donc on peut trouver sur place, et que le magasin Grand Bazar est bel et bien situé au carrefour Bessengue, en direction du rond-point à gauche, donc si vous n'avez pas la bonne localisation, et qu'il existe 53 agences à travers le pays, voilà, de Garoua, à Maroua, à Kumba. Merci beaucoup. On va aller vers la suite de ce programme. Tendance pour aller... Vous avez la parole. Avant la critique, on va laisser le soin à Megui quand même de dire 2 ou 3 messages encore. On a une petite minute pour cela. Voilà donc Sam... c'est l'homme, voilà, par rapport à le problème des auto-écoles et des accidents, on a Victor Ibanda qui nous dit c'est l'homme la cause de ces accidents à tous les niveaux. Oui, mais ce n'est pas l'animal. L'animal ne conduit pas. Quand on dit l'homme, ça dit chacun dans sa responsabilité. On a défini la chaîne de responsabilité. C'est un débat philosophique. Disent que les autorités administratives ne font rien pour régler les routes, pour contrôler la formation dans des auto-écoles, puisqu'ils ont la possibilité de fermer certaines unes qui ne respectent pas les normes. Quand on dit l'homme, ça ne veut pas, ça ne veut rien dire du tout. Par rapport à l'histoire du jour, on a une téléspectatrice qui nous envoie ce message. Je vis la même situation que cette femme actuellement. Mon époux prend l'habitude de dormir dehors sans me prévenir. Et quand il revient le lendemain soir, je me plains. Il dit qu'il a trouvé des clients et il a voyagé pour l'Ouest. Et comme il n'aime pas la conduite de nuit, raison pour laquelle il dort et charge le matin pour rentrer. Il est chauffeur de sa propre IAS. C'est une maladie pour lui de dormir dehors sans me prévenir. Les enfants se lèvent la nuit pour chercher leur père et m'empêchent de dormir. Alors qu'est-ce que Charles Armel dit à cette suite? Il m'a menacé il y a 2 jours qu'il va partir et me laisser avec les enfants. J'ai bien peur qu'il ait une seconde maison car depuis qu'on est mariés, son ex m'embête sous prétexte qu'elle a un enfant avec lui et elle est allée jusqu'à me dire qu'elle fera tous ses enfants avec lui, qu'il monte ou qu'il... Réaction, M. Mbachou, 30 secondes. Non, moi je vais répondre en disant tout simplement que c'est un chauffeur et je crois que ce qu'il dit, il a raison, Sam Sévérin. Il est propriétaire de sa IAS et on sait que la IAS fait le racolage sur l'axe routier. Il y a des jours avec et des jours sans. Le jour, il peut avoir une journée avec où il a des clients, il est obligé de se retrouver à l'ouest. Il va faire comment? Vous avez les chauffeurs même des agences de voyage. Lorsqu'ils sont à Douala, ils sont obligés de dormir à l'agence à Douala. Lorsqu'ils chargent le matin, ils rentrent, ils sont basés à l'ouest. Très bien. Donc, oui, mais la femme voudrait que la dame doit savoir qu'elle a une coépouse et c'est à elle de gérer avec tact et subtilité. Absolument. Merci. Au nom de la liberté de critiquer, votre attention s'il vous plaît. Merci.
au nom de la liberté de critiquer, je voudrais, dans le prolongement de la colère de Charles Hamel, qui traitait de la problématique des réseaux et du parrainage au Cameroun, revenir un tout petit peu dessus pour marteler et dénoncer, fustiger, stigmatiser, donc tous ceux qui usent d'influence et de trafic d'influence parce qu'appartenant à la famille présidentielle. Voilà. Sous d'autres cieux, on a vu, même au Sénégal, hein, parce qu'il nous est arrivé d'y aller régulièrement à l'époque de M. Abdoulaye Wade et son fils Karim Wade. Là-bas, quand vous débarquez, il y avait des écriteaux sur lesquels était marqué la génération du concret, un concept implémenté par Karim Wade, même s'il était aussi là-bas le ministre du ciel et de la terre. Mais au moins, si vous repartez à Dakar aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a bien de belles réalisations à mettre à l'actif de ceux-là qui ont été des proches parents du président Abdoulaye Wade, même si on ne peut pas forcément l'encourager dans l'absolu. Alors, ceux qui sont des ministres du ciel et de la terre, pour le cas du Cameroun, donc proche parent du chef de l'État, quand il fait de tous ses privilèges, heureusement d'ailleurs, il leur a pourtant bien accordé toute sa confiance en leur accordant beaucoup de postes importants. Il y en a l'un d'entre eux, donc désigné jusqu'aujourd'hui au Minepat. Il y était d'abord, il est parti au Premier ministère, il est revenu au Minepat, il a été DG de la CNPS. Bon, les résultats, c'est qu'au niveau de la politique économique nationale, c'est un vrai désastre aujourd'hui. Le président vous a fait confiance parce que vous avez été ses neveux et ses petits-enfants, mais vous n'avez pas su bien mériter de cette confiance-là. Et c'est ce qu'il faut dénoncer aujourd'hui en matière de réseaux et de politiques, de clans qui ne font pas avancer une nation qui doit tenir compte de ses intérêts généraux. Merci beaucoup. C'était le Zénith et la critique de ce jour. Très bonne suite des programmes sur Equinox.